Salut à tous, c'est Jean-Luc Lapace, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle pour ma sélection des jeux de Noël. Et comme il y a beaucoup de jeux que j'ai à vous proposer pour Noël, eh bien j'ai décidé de faire des catégories. Et je vous propose de découvrir ces catégories de suite après le générique. C'est parti. Alors vous pouvez voir que j'ai déjà trouvé une utilité à la petite tête d'oreiller que m'a offert mon épouse pendant le calendrier de l'Avent. Alors comment ça va se passer? Eh bien les jeux que j'ai sélectionnés, ils sont cachés sous le tissu et puis je vais vous les dévoiler au fur et à mesure. Ok, alors on y va avec la première catégorie de ma sélection de Noël. Il s'agit de la catégorie des jeux difficiles à trouver. Donc voilà, je la donne en premier pour que vous puissiez essayer d'aller trouver ces jeux. Attention, ils ne sont pas faciles à avoir. Il va falloir aller soit sur le site de l'éditeur, soit sur le marché de l'occasion, ou éventuellement une boutique, éventuellement pour trouver ça au fin fond d'une boutique, sait-on jamais. Mais en tout cas, le point commun de tous ces jeux, c'est que 1, je les ai beaucoup aimés, voire vraiment adorés. Et 2, ils sont difficiles à trouver malheureusement. Alors, on va y aller avec le premier, qui se cache dessous. Un petit jeu, par la taille, mais un très grand jeu par l'esprit et les mécaniques. Il s'agit de Rogue Donjon. Rogue Donjon, c'est un jeu que je trouve excellent, mais qui est malheureusement difficile à trouver. Il faudra peut-être aller sur le site de l'éditeur pour le trouver. Je pense pas qu'on puisse le trouver en magasin. Enfin, à voir, si jamais vous y parvenez, dites toujours, parce que ça serait bon de le savoir. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, il s'agit d'un dungeon crawler dans une petite boîte. Vous voyez, regardez ma main, hop, la boîte est petite, mais attention, ne vous laissez pas avoir par la petitesse de la boîte, puisque le jeu, il est gavé de matériel. Il y a plein de choses à l'intérieur. Les plateaux, hop, ils sont petits, hop, ben non, ils sont plus grands que prévu. Vous voyez, tchac. Là, c'est pour pour qu'on puisse se mettre en place tout simplement le jeu et qu'on puisse s'y retrouver. Vous voyez, on a des petits plateaux encore ici pour les objets, tout ça pour notre personnage. Et puis à l'intérieur, il y a plein de cartes, de trucs, de machins. C'est vraiment tout petit, super astucieux. C'est un petit éditeur qui fait ça. Et c'est vraiment très bon. Et vous savez quoi, mon seul regret avec ce jeu, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir filmé de partie sur la chaîne pour vous montrer un petit peu comment ça tourne. Je pense faire une vidéo de ce jeu. Il faudra que je ferai une vidéo de ce jeu parce qu'il en vaut la peine. Et il faut quand même que ce jeu mérite d'être connu. Alors après, c'est vrai que c'est qu'en anglais. Hein, c'est un jeu jouable de 1 à 3 personnes. C'est très plaisant, très agréable à jouer. À peu près 1 heure, 30 minutes, on nous dit 1 heure pour une partie. Il a tout il rassemble tous les éléments d'un bon dungeon crawler dans un format ramassé, réussi, très plaisant. Pour le deuxième jeu sélectionné, on voit qu'on a une boîte un petit peu plus grosse déjà, puisque le tissu suffit à peine à le recouvrir. Alors, de quel jeu s'agit-il? Déjà, ce que j'aimerais faire, c'est de pas trop parler sur chaque jeu, sinon la vidéo, elle va durer 200 ans. Donc, je vais essayer de moins parler, de moins m'étendre, mais je ne sais pas si je vais y parvenir, parce qu'il se peut que je m'enflamme sur certains titres. En tout cas, le deuxième jeu, duquel s'agit-il? C'est un jeu qui est rentré récemment dans ma ludothèque et auquel j'ai joué avec Gabriel de la Garageux. On en a longuement parlé dans un podcast. Il s'agit de Builders of Baldur's Gate, un jeu dans la thématique de Donjons et Dragons, donc de fantasy. Mais ce n'est pas un jeu d'aventure, c'est un jeu euro. Très plaisant, un jeu relativement simple d'accès, qui s'adresse à un public, on va dire, entre le familial, c'est peut-être un peu abusé de dire familial, mais initié. Et alors le matériel, je vais vous le montrer un petit peu, mais très rapidement, parce que je viens de dire que je ne vais pas m'attarder sur tous les jeux pendant trop longtemps. On a un matériel en fait relativement basique, hein. C'est pas pour ça que le jeu brille, si ce n'est qu'effectivement il y a quand même
des bâtiments en plastique. Hein. On va trouver dans ce jeu, on va trouver des gates, donc des portes, comme ça, en figurine. On va trouver des tours, avec on va dire, un petit emplacement pour mettre ces cubes de couleurs. Et on va trouver des donjons. Donc ça, c'est assez sympa. Après, le reste du matériel est très très basique. Mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer. Allez voir le podcast qu'on avait fait avec Gabriel, on en a parlé pas mal. Très agréable, simple à comprendre, simple à expliquer, mais pas simpliste. Voilà. Nous, on y a joué avec Gabriel, on y avait joué en version de base, c'est-à-dire que on prend une faction et on va la jouer sur son mode de base, mais j'ai pu y rejouer avec mon épouse dans le mode avancé, et là quand même le jeu il augmente d'une coche. Pourquoi? Parce que dans les factions de base, on peut avoir de la ressource, une des ressources qui s'appelle des provisions, assez facilement. En fait, on nous en donne assez facilement. Alors que dans la version avancée, en fonction de sa faction, ça va être plus ou moins difficile d'obtenir certaines ressources. Et là, il va falloir beaucoup plus réfléchir. Ça devient beaucoup plus calculatoire. Mais tout en restant, on reste quand même dans de l'intermédiaire. Un jeu très plaisant, mais très difficile à trouver. Je sais qu'il était disponible sur Philibert, parce que c'est là que j'avais pris. Il était aussi disponible sur Ludum, on pouvait le réserver, enfin, le préco. Je l'avais vu aussi sur la caverne du troll. Et puis, depuis, j'ai un petit peu regardé avant de faire la vidéo. Et je ne l'ai plus vu disponible nulle part. Donc, il faudra peut-être regarder sur le marché de l'occasion. Mais c'est en VO, c'est qu'en anglais. Vraiment un jeu à essayer. Pas de prise de tête, super intéressant, un jeu simple dans l'apprentissage mais pas simpliste, vraiment à découvrir. Le troisième jeu, ou plutôt devrais-je dire la saga que j'ai sélectionné, c'est aussi quelque chose qui est plutôt difficile à trouver mais qu'on peut essayer d'obtenir via GameFound, il me semble. C'est carrément une saga, c'est un petit éditeur également. Ça me plaît beaucoup. Attention pour les amateurs de Landcrawler, pour les amateurs de jeux bac à sable. Il s'agit de, vous avez reconnu, Explore It. Explore It, donc là c'est toute la gamme en fait. Là ici j'ai pris le tome 1, The Valley of the Dead King, mais il existe en tout 4 tomes. Il y a un 5e qui va arriver, je suppose, dans pas trop longtemps. Moi j'ai pas pledgé parce que j'en avais déjà 4, donc c'est pas mal, mais peut-être que je finirai par me le procurer. C'est un jeu d'aventure, donc je disais Landcrawler, bac à sable. Si vous aimez construire votre héros, déjà vous avez une grande quantité de héros disponibles. Vous pouvez bâtir, forger, développer votre héros vraiment à l'envie. Vous êtes très libre, c'est très agréable à jouer. Donc si vous avez un peu l'esprit aventureux, si vous aimez l'heroic fantasy, si vous aimez un peu les aspects jeux de rôle, tout ça, ça c'est vraiment très très bon. Je ne peux que vous le conseiller. Donc toute la série des Explore It. On continue avec le 4e jeu sélectionné dans la catégorie des jeux durs à trouver. Il s'agit aussi d'un jeu d'aventure. Il s'agit aussi d'un jeu de construction de personnages. Un jeu que j'adore, que je trouve génial. Il s'agit de Hellbringer. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. J'ai fait des vidéos sur la chaîne de Hellbringer. Vous irez voir ça. C'est un jeu extraordinaire. Et son plus gros défaut pour l'instant, c'est qu'il est difficile à trouver. Donc il y a une campagne qui a été lancée, qui s'est terminée récemment. Je pense qu'il y a Let's Play qui va sans doute peut-être réapparaître, qui va rendre le jeu commandable. Avec la sortie de la prochaine extension, je pense que il y aura plus de boîtes. Il y aura des boîtes qui seront sans doute disponibles en magasin, dans certaines boutiques en ligne. Donc Hellbringer, c'est quoi? C'est un hommage à Diablo. C'est un jeu d'aventure dans lequel on va prendre un personnage, on va développer son personnage tout en descendant dans un donjon qui est symbolisé par un gros deck de cartes. C'est très très plaisant, la construction du deck. En solo, c'est vraiment le top. Gabriel, il n'avait pas trop aimé à 2, mais en solo, c'est vraiment excellent. Je ne peux que vous conseiller ce jeu si vous aimez Diablo, si vous aimez l'aventure, si vous aimez la construction de héros, de personnages. Foncez.
Nous voilà rendus au 5e jeu de la catégorie. Vous voyez que là, ça déborde de partout. La tête d'oreiller ne suffit plus à masquer totalement le jeu. Il dépasse. Peut-être que vous avez d'ailleurs déjà une idée de quel jeu s'agit-il. C'est aussi un jeu que j'ai récemment présenté sur la chaîne, mais qui est difficile à trouver. Campagne de sociofinancement également, qui a été faite il n'y a pas longtemps. Il me semble que le late pledge est ouvert ou va ouvrir. De quel jeu s'agit-il? Il s'agit de Cretaceous Riles, un jeu aussi donc évoqué sur la chaîne. On en a parlé également dans le podcast avec Gabriel de la Garage Jeux. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, un excellent jeu thématique de dinosaures, un jeu euro où on va construire, on va développer son parc, sa ligne de chemin de fer, sa compagnie de tourisme ferroviaire dans un parc de dinosaures. C'est très intelligent comme jeu, les mécaniques, le système de scoring, la façon dont on va marquer des points, donc c'est bien vu, captivant, ça reprend des idées un peu que l'on pouvait trouver dans Concordia, un jeu vraiment génial, un jeu qui est plutôt de poids intermédiaire, mais qui, si on le joue avec toutes ses extensions, c'est-à-dire tous les modules présents dans la première extension, et bien qui peut quand même aller titiller le jeu beaucoup plus complexe, le jeu velu, le jeu avec quand même pas mal de choses à penser qui fait quand même bien réfléchir. Mais en jouant avec que le jeu de base, on reste sur l'intermédiaire très prenant. Donc je ne peux que vous conseiller ce jeu. Si jamais vous le croisez, vous le voyez, c'est top. Alors par contre, effectivement, là aussi, on est sur un jeu qui est uniquement en anglais et qui est jouable aussi en solo et jusqu'à 4 joueurs. Donc très plaisant. Et le 6e et dernier jeu de la catégorie des jeux difficiles à trouver, il est pas là. Et ouais, et comment ça se fait? En fait, c'est le jeu que vous ne voyez pas qui s'appelle Aridia. Et oui, Aridia, c'est le jeu que j'ai sélectionné. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Tout simplement parce que je l'ai vendu, je m'en suis séparé. Vous allez dire, mais pourquoi alors tu t'en es séparé, mais tu le mets dans ta sélection de Noël, des bons jeux, des meilleurs jeux? Pourquoi? Tout simplement parce que Aridia, je l'ai poncé le jeu. Je l'ai véritablement poncé. Je suis allé au bout de l'histoire. J'ai récolté énormément de squills. J'ai pas eu tous les squills, mais quasiment. Donc j'estimais que j'en avais fait le tour. C'est un jeu que je trouve vraiment fabuleux. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos dessus et j'ai clairement indiqué que pour moi, c'est mon jeu d'aventure préféré de tous les temps. Voilà, c'est vraiment excellent. Voilà, par contre, c'est qu'en anglais, c'est très cher et il faut arriver à le trouver. Voilà. Donc on peut le trouver quand même d'occasion. J'ai vu que régulièrement il y avait des annonces qui passaient. J'ai aussi remarqué que les prix, alors vous allez me dire ça dépend, mais les prix quand même globalement ont tendance quand même un petit peu à baisser. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, vraiment c'est génial en termes de jeu d'aventure dans un monde ouvert, un jeu où on peut aller où on veut. On n'est pas limité par le choix de la direction à prendre. Vraiment, on peut se déplacer. Il se passe en fait plein de choses. C'est pas un jeu qui brille par son histoire en tant que telle, la grande intrigue, mais qui fourmille de plein de petites histoires et qu'on va un peu se balader. On a l'impression qu'on est dans un monde qui vit par lui-même. Donc vous irez voir ma vidéo. J'en parle beaucoup de ce jeu. J'ai fait une longue critique dessus. Un jeu génial. Aridia, c'est le top. Et nous allons rentrer maintenant dans la deuxième catégorie. Il s'agit de mes jeux coup de cœur de ces dernières années. Alors il y a des jeux, ça a été mes coups de cœur depuis longtemps, je les ai toujours. Puis il y en a que j'ai découvert beaucoup plus récemment, mais ça constitue un ensemble très éclectique de coups de cœur, vraiment des jeux dont je ne veux absolument pas me séparer, que je vous conseille fortement d'essayer, voire même que je vous conseille fortement d'acheter si vous aimez le style, parce qu'attention, il y a des styles vraiment différents là-dedans. Donc on y va tout de suite avec le premier. D'ailleurs sur le premier, il y a une vidéo sur la chaîne. Il s'agit d'un jeu euro extrêmement plaisant. Il s'agit de Kutna Hora. Kutna Hora, donc j'en avais parlé déjà sur la chaîne, j'avais fait les règles et j'avais dit sur la chaîne que c'était mon jeu
meilleur jeu euro de l'année 2024. D'ailleurs, je crois qu'ensuite, il a gagné, c'était quand l'année dernière, je crois, il a gagné le prix du jeu expert à Cannes, si mes souvenirs sont bons. C'est un jeu extrêmement plaisant, un jeu de euro, de gestion économique, un jeu qui peut paraître pour certains austère par son illustration. Moi que j'aime beaucoup, hein, ce mélange de noir et d'argent, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup le matériel qui est fait avec, alors c'est une nouvelle technologie qu'on appelle, c'est comme du bois, mais c'est pas du bois, c'est du bois compacté, recyclé, je sais pas, c'est très joli. Après, il y en a qui aiment moins cet artistique, parce que, ouais, comme je disais, ils trouvent que c'est relativement sombre et assez noir et gris. Mais c'est pas par là que le jeu, même si moi j'aime beaucoup quand même l'aspect esthétique, c'est pas par là qu'il brille le plus. En fait, ce qui est génial dans ce jeu, c'est ce qu'on voit ici, c'est le système de fluctuation du prix des différentes ressources et le fait que les joueurs ne peuvent contrôler que le prix de certaines ressources. C'est génial ce système. Vraiment, si vous aimez les jeux de gestion économique, là on a vraiment un excellent jeu euro de gestion économique que je ne peux que vous conseiller. Gros coup de cœur euro de ces dernières années. Le prochain jeu est un jeu qui est très récemment entré dans ma ludothèque. C'est un jeu que j'ai pledgé. Je viens de faire une vidéo récemment sur la chaîne. C'est un véritable coup de cœur. Alors, est-ce que c'est le culte de la nouveauté qui parle? Je sais pas. En tout cas, ce jeu, il est excellent. On y joue en ce moment. C'est le jeu auquel on joue le plus à la maison. Il s'agit de Natera New Beginning. C'est un jeu de type euro. Si vous aimez les jeux de collection de cartes à la Terraforming Mars, vous savez, vous achetez des cartes et puis vous collectionnez des badges et vous pouvez ensuite, grâce à ces badges, poser d'autres cartes, etc. Avec en plus une espèce de mécanique de contrôle de territoire ou de contrôle de zone où il faut essayer de dominer différentes zones. C'est très plaisant. En plus, si on rajoute à ça un matériel de folie, eh ben, écoutez, on a voilà, pour les amateurs de jeux de gestion de cartes et de construction de moteurs, un jeu tout à fait plaisant et très agréable. Donc vous irez voir là les vidéos que j'ai fait sur la chaîne. On a un matériel qui est vraiment au top, des petits présentoirs. Et puis ce que je voulais vous montrer, parce que dans ma vidéo règle, j'ai pas forcément, j'en ai un petit peu parlé, mais pas forcément méga insisté, c'est les petits meeples de personnages. J'avais montré un peu, mais il y en a beaucoup plus que ce que j'ai pu montrer sur la chaîne. On a tout ça là. Tout ça, c'est des petits meeples de personnages. Hein. Et en fait, on va choisir des factions. Oups. On choisit des factions, il y a des petits meeples. Donc, c'est très agréable, mais c'est pas juste beau. Hein. C'est aussi très intelligemment designé. Un plaisir, pas mal de rejouabilité, beaucoup de tension parce qu'on a envie de dominer les zones parce qu'elles rapportent quand même à la fin du jeu 7 points chacune, donc on est vraiment en concurrence avec les autres joueurs. Et puis aussi, il n'y a pas qu'une façon de scorer, il y a différentes façons de scorer qui sont tout à fait viables et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous aimez les jeux euro de construction de moteurs et de collection de cartes, c'est vraiment excellent. Alors après, le problème c'est que j'aurais pu peut-être le ranger aussi dans la catégorie des difficiles à trouver parce que c'est un jeu qui est issu d'un financement participatif, mais on peut éventuellement, je pense, le trouver. Bon, déjà évidemment sur le marché de l'occasion, parce qu'on trouve toujours ces jeux KS, GameFound sur le marché de l'occasion, mais je pense qu'il est possible qu'on puisse le trouver dans certaines boutiques, au moins des boutiques en ligne, c'est tout à fait possible. Voilà donc Natera, très bon. Pour mon prochain jeu, coup de cœur de ces dernières années, lui aussi il est arrivé plutôt récemment, un énorme coup de cœur également, mais on change cette fois-ci complètement d'univers. Adieu les petits animaux, bienvenue l'Heroic Fantasy et le jeu d'aventure, mais avec un petit côté boss battler. Quel est ce jeu? Peut-être que vous avez deviné, parce que vous voyez là, c'est plus une tête d'oreiller qu'il me faut, c'est une couverture, parce que la boîte est quand même bien grosse. Il s'agit du jeu Kinfire Chronicles Night's Fall, un excellent jeu, excellent, mais alors qui brille par sa mécanique, c'est le top. Alors j'aime beaucoup parce que c'est un jeu d'aventure, comme je les aime, c'est-à-dire qui mêle bien
mécanique euro avec le principe du jeu d'aventure. Ça j'aime bien quand les jeux ils font ça, hein, que ce soit des dungeon crawler ou autre, mais quand on a un côté dungeon crawler avec un système euro comme Gloomhaven, ou même si c'est pas du dungeon crawler pur, mais là ça va être plutôt du boss battler avec un système de mécanique euro, j'adore ça. Et là, les mécaniques euro, le système, on le retrouve dans la gestion de cartes. On a une mécanique de gestion de cartes qui est brillante, littéralement brillante. C'est un énorme plaisir que de gérer ces cartes, de jouer ces cartes. En plus, ce qu'il y a, c'est que, j'ai envie de vous dire, pour une fois, quand on joue en coop, on a vraiment des mécaniques de coop, c'est-à-dire que on peut vraiment s'entraider, mais je veux dire véritablement de par les mécaniques, puisque on va pouvoir intervenir en jouant certaines cartes qui sont spécifiquement dédiées pour le soutien. Donc on va pouvoir soutenir pour rendre une attaque plus forte, pour protéger mieux, pour pouvoir permettre à l'autre joueur de piocher ou de défausser une carte, pour se déplacer un peu plus. Donc c'est vraiment bien pensé aussi le système coopératif. On a ensuite, ben, voyez ça, c'est malin, un système aimanté qui permet d'avoir à la fois un couvercle et aussi hop, un plateau de jeu. Et quand on retourne, on a un principe de plateau de jeu. On a un matériel qui est bien rangé. Ça, c'est cool. Après, on a quelque chose qui est bien ergonomique, qui est bien pensé, mais le matériel n'est pas forcément extraordinaire, hein, à part qu'il soit bien pensé. Et on a un prix, c'est peut-être un peu cher, mais la mécanique de ce jeu est géniale et c'est littéralement un coup de cœur, un énorme plaisir. D'ailleurs, la campagne, en fait, je l'ai... quand on commence à jouer à ce jeu, c'est difficile de le lâcher, quoi. Hein, une campagne que j'ai fait quasiment de bout en bout, quoi. Quasiment de bout en bout, je crois que j'avais fait qu'une seule pause. C'est très, très prenant. On a toujours envie de continuer. Donc ça veut dire que l'histoire aussi, elle est là, quoi. Elle est plaisante, hein, il se passe des choses. Mais cette mécanique vraiment de cartes, c'est fabuleux. On continue avec les jeux à campagne, là. Donc gros coup de cœur également pour ce jeu à campagne que j'ai longuement aussi évoqué sur la chaîne, mais qui est un peu plus ancien, hein, qui va remonter à peu près à l'année dernière, on va dire. Quel est ce jeu? Alors là, je vous trompe un peu parce que j'ai pas mis la boîte de base, mais une boîte d'extension. Il s'agit de l'incontournable ISS Vanguard. Vraiment, ce jeu, c'est un top jeu. J'ai fait la campagne en solo, l'histoire est prenante et c'est vraiment un jeu qui a un énorme metagame. Enfin, il ne faut pas juste s'arrêter. Malheureusement, c'est souvent un jeu qui est résumé à sa phase planétaire. Et c'est dommage parce qu'en fait, ce jeu, il a une profondeur et une richesse multiples parce qu'il va développer un metagame dans le développement du vaisseau et de l'équipage qui est très 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 intéressant. Là, vous voyez, je vous ai mis une boîte qui c'est la campagne là, supplémentaire, la faute perdue. Vous voyez, c'est même pas déballé. J'ai pas déballé, non, parce qu'en fait, j'ai fait la campagne en entier. Je laisse passer du temps, je joue à autre chose et je reviendrai sur cette campagne un petit peu plus tard, mais pas pour le moment. Je me referai un plaisir de découvrir des ISS Vanguard plus tard. Donc, un gros metagame. Si vous aimez les jeux ou d'exploration, c'est l'aventure avec une histoire très prenante, avec des rebondissements. Si vous aimez la SF, alors moi je suis pas trop SF dans l'espace, tout ça. Enfin, pas trop. Moins, je suis plus Heroic Fantasy, on va dire. Mais là, ça m'a beaucoup plu. Et puis, vous voyez, ce système de jeu multicouche, j'ai beaucoup aimé faire la phase de vaisseau, la phase d'exploration planétaire, comment je développe mon vaisseau, parce que dans le vaisseau, quand j'ai développé son vaisseau, c'est plus que développer son vaisseau, parce qu'il faut voir, il y a le vaisseau en lui-même, il y a les technologies, il y a les événements qui nous arrivent, il y a ce qu'on va produire, il y a l'équipage, quel membre d'équipage on va recruter, enfin, il y a plein d'éléments, et c'est extrêmement prenant que de jouer à ce jeu ISS Vanguard. Vraiment, un gros coup de cœur pour ma part. Allez, on fait une petite pause des jeux à campagne et je vous laisse reprendre votre souffle. On va partir ici sur prochain coup de cœur. Il s'agit d'un jeu euro, pas à campagne, du coup, qui vraiment m'a aussi beaucoup plu. J'en ai aussi beaucoup parlé sur la chaîne. Il s'agit du fameux Wondrous Creature, un de mes
gros coup de cœur de ces dernières années. Moi, je l'ai en version anglaise, mais il existe évidemment en version française. Il est édité par Super Meeple en VF. Qu'est-ce qui est plaisant, ce jeu. On a affaire à un jeu, on va dire, de catégorie intermédiaire, et encore que le cerveau il peut vraiment beaucoup fumer. Un jeu où on va faire, c'est un jeu de combo de cartes et de collection de cartes en fait. Toutes les cartes combattent les unes avec les autres. On n'est jamais véritablement bloqué. On peut faire un tas de trucs et en fait on voit que voilà, ça devient explosif. À chaque partie, si je fais cette carte là, puis cette carte là, puis cette carte là, on va se mettre à combiner. Il y a plein de choses à comboter, à voir. C'est aussi très mimi, très joli. Ça fait partie des jeux jolis mimi. Moi j'ai appelé ça un jeu. Moi, ça me fait beaucoup penser au Pokémon, de voir cette variété, cette richesse d'animaux ou de créatures fantastiques combinées, parfois aussi avec des jeux de mots dans les noms. Hein. C'est en ça que ça me fait penser à Pokémon. Puis cette idée qu'on va essayer d'en capturer. En fait, c'est pas, on ne les capture pas ici, mais on les observe de ce que j'ai compris. Mais regardez là, ça fait vraiment ces créatures, l'artistique, quand on regarde l'artistique. Ça fait vraiment Pokémon, hein, comment il s'appelle lui? Midnight, Howlin, donc il y a plein de petits jeux de mots, de petites... vous voyez, moi ça me fait vraiment penser, vous voyez. Hop, alors c'est sûr qu'on ne se balade pas dans la nature, hein, on ne jette pas les Pokéballs, mais il y a cette idée d'observer, d'apprivoiser, ou de capturer, je sais pas, enfin, après on peut le voir comme on veut, mais avec ces badges, tout un système de badges, on va essayer de collectionner des badges, on a aussi un plateau central sur lequel on va aller se balader, et puis donc du coup on va aller chercher des ressources. Ces ressources vont nous permettre d'acheter des cartes, on va pouvoir aussi déclencher des habiletés. Bon, il y a plein de façons de cheminer pour essayer de se créer un système pour comboter et pour marquer des points. On a plein de petits meeples de bois tout mimi, tout joli. On a des plateaux personnels double couche. Donc vraiment, que ça soit pour l'artistique, que ce soit pour les mécaniques, ce jeu c'est pour moi un excellent jeu, un énorme coup de cœur, facile à sortir, facile à jouer, facile à expliquer, facile à ressortir, à rejouer. C'est pas un jeu, si on le sort pas de 3 mois, c'est pas un jeu où on va devoir galérer à se remémorer toutes les règles. Non, on peut y rejouer. On peut y jouer quand même avec pas mal de joueurs, pas la peine d'avoir des joueurs, des fous furieux du jeu de société. Non, voilà, c'est un jeu qui passe quand même, je dirais pas, peut-être pas partout, mais qui passe quand même, qui peut passer sur pas mal de tables. Donc très agréable à jouer, enfin plus qu'agréable, un véritable plaisir chaque fois que j'y joue. C'est vraiment top, surtout avec ce sentiment de course aux objectifs, c'est vraiment très bien. Wondrous Creature, une valeur sûre. Quel est mon prochain jeu coup de cœur de ces dernières années? Attention, il est un peu plus ancien celui-ci. Si je vous dis Chicago, si je vous dis Pègre, si je vous dis Al Capone, vous me dites Scarface. Et oui, Scarface 1920. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. J'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il est bon. Là, on a affaire à un gros jeu euro de simulation de pègre. Chaque joueur va incarner un gang et va essayer de tout simplement de gagner le plus d'argent en faisant la guerre en fait à ses concurrents. C'est un jeu difficile, beaucoup de règles, pas facile à expliquer, mais très plaisant. Beaucoup d'interactions entre les joueurs, combine pas mal de mécaniques. Donc évidemment, il y a du contrôle de zone, conquête de territoire, contrôle de zone, contrôle de quartier. Mais il y a aussi, en même temps, un formidable système de deck building à l'intérieur qui rend le jeu à la fois complexe, mais aussi très riche et passionnant. On a également un super matériel. On a ici les factions disponibles qui sont colorées. Vous voyez, on a des figurines. On a y compris des figurines pour les différents véhicules qu'on va pouvoir utiliser, pour les bâtiments. Donc, il y a plein de choses. Les ressources,
ben, on a des barils d'alcool, on a des armes ici. Donc il y a plein de choses. Je vois d'ailleurs que ma boîte, elle est là, elle est toute défaite à l'intérieur. On a des cartes, mais littéralement magnifiques. Regardez-moi ces illustrations, c'est vraiment magnifique. Donc un matériel au top, des mécaniques super. Le problème, que c'est un jeu qui est difficile à expliquer, difficile à enseigner, et donc il faut quand même faire, je dirais, au moins une partie, voire deux parties, pour voir un peu, comprendre véritablement comment ça tourne, parce qu'on peut faire des actions à tel endroit, des actions à tel autre endroit, elles ne sont pas marquées au même endroit sur le plateau, donc il y a quand même des petits, comment dirais-je, des petits réflexes à acquérir, mais une fois qu'on a compris, ça roule, ça tourne bien et c'est très plaisant et très thématique. Donc, un formidable jeu à thème de mafia type euro que je ne peux que vous conseiller fortement si vous aimez les jeux euro, si vous aimez la thématique, foncez. Et oui, il n'y a pas que les jeux d'aventure et les dungeon crawler qui ont des grosses boîtes. Il peut y avoir aussi des jeux euros, et c'est le cas du jeu se cache dessous. Peut-être avez-vous reconnu pour les plus observateurs, parce que là carrément c'est bien trop petit. Vous voyez, vous devinez peut-être sans doute une espèce de pyramide. Enfin, c'est pas une espèce, c'est une pyramide. Donc qui dit pyramide dit forcément jeu de civilisation, et il s'agit de Mosaïque. Mosaïque, un énorme coup de cœur. Là j'ai la version Colossus, donc c'est pour ça que la boîte elle est très grosse. Sinon, je sais qu'il existe une version non Colossus Retail qui est beaucoup plus petite. Là, on a vraiment un jeu, j'ai envie de dire, l'archétype du jeu généreux. C'est un jeu qui est généreux avec la Colossus Edition dans son matériel, et c'est aussi un jeu qui est généreux dans ses mécaniques. Le matériel, il est extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Mais les mécaniques sont aussi très généreuses, dans le sens où elles sont très permissives. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un jeu dans lequel on est serré. Voilà. On pourrait dire que c'est, comment dirais-je, même si les jeux n'ont rien à voir, mais l'anti-Radowistar. Radowistar, c'est un jeu que j'aime aussi beaucoup, mais dans lequel je me sens très à l'étroit. Il faut vraiment, vous voyez, toujours à la recherche, il nous manque toujours un bois, toujours une ressource. Dans ce jeu, vous n'allez pas avoir ce sentiment-là. On n'est pas toujours coincé parce qu'il nous manque un bois, il nous manque un truc, un machin. Non, le jeu, il peut vous donner facilement des ressources, beaucoup de ressources. Et l'intérêt, c'est à vous de voir comment vous allez les utiliser, ces ressources. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes face à quantité de choix. Il y a plein de façons différentes de faire des points. C'est juste à vous de voir. Donc, je ne vais pas tout déballer, mais quand je dis que le plateau de jeu il est énorme, ça c'est juste un tout petit morceau du plateau de jeu. On reconnaît ici l'Afrique du Nord, l'Espagne, et on a une forme de mosaïque, comme le nom l'indique. Mais dans la version Colossus, on a, je vais vous montrer ça, mais on a des plateaux double couche, ça oui, mais ça va partir dans tous les sens, donc je vais peut-être pas. Ah voilà, on a. Non, c'est encore au-dessous. On a déjà des ressources, des casiers à ressources. Vous voyez, et les ressources, la connaissance, c'est vraiment des livres. On a les nourritures, on a des poissons. On a aussi, alors ça, les poissons, c'est quand ça vaut plusieurs, je crois que ça vaut 5. Sinon, on a des épis de maïs. La pierre, on a une pierre, on a 5 pierres. C'est vraiment très bien illustré, quoi. On a les sous, on a les pièces là, de métal. Et puis, on a les factions en figurines, donc on a des paysans, on a des soldats, on a des cités, on a des forteresses, des villages agricoles, enfin, il y a plein de choses. Alors, je vais vous montrer, allez. J'avais dit que je parlerais pas trop de tous les jeux, j'essaie de pas trop m'étendre, mais des fois je résiste pas au plaisir de vous montrer quand même certains jeux, quand il y a du beau matos comme ça, c'est quand même toujours intéressant. Donc là, pour vous montrer rapidement, vous voyez, chaque faction peut avoir ses forteresses, ses cités, quoi, ses cités. Mais on peut avoir aussi des villages manufacturiers, donc qui ont plutôt cette forme. On peut avoir aussi des campagnes, des villages agricoles. On devine ici des vignes là. Et puis on peut avoir aussi des ports, des cités portuaires. Donc on reconnaît ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit les quais, on voit les navires, on voit un phare. C'est vraiment cette édition Colossus, elle est
Elle est vraiment au top. Et du coup, ça apporte vraiment au jeu parce que ça le rend très immersif. Regardez également l'épaisseur des jetons. Je crois que ça fait partie des jeux avec les plus gros, les jetons les plus épais qui m'aient été donnés de voir. C'est super épais. Les cartes, top aussi les cartes. On a des cartes qui sont vraiment bien illustrées. Vous voyez, comme ici, là. On a aussi, je crois, le plus gros jeton premier joueur de l'histoire des jeux de société. Vous voyez, ça c'est énorme, ça sert à rien, mais c'est rigolo. Et puis on a aussi des merveilles. Alors, elles sont pas comme ça, les merveilles, normalement. Elles sont peintes. Elles sont pas peintes, justement, et moi je les ai peintes. Voilà. Donc là, on a ici le Colisée, le Colosse de Rhodes. Donc on a plein de plein de merveilles. On en a eu, je sais pas, une petite dizaine, 8. Donc on a un formidable jeu de civilisation, accessible, riche, très plaisant à jouer, et un jeu qu'on va pouvoir ressortir. Dans la version Colossus, on a également une version solo, mais je crois qu'elle n'existe pas dans la version retail. Moi, vous voyez, c'est mon jeu de civilisation préféré. Alors, j'ai deux grands jeux de civilisation. J'ai celui-ci et j'ai Through the Ages. Alors, Through the Ages, c'est sûr que mécaniquement, c'est le top. Voilà, c'est vrai. Incontestablement, c'est le top. Mais il n'a pas la simplicité qu'a un mosaïque. Il n'a pas la facilité à être sorti qu'a un mosaïque. Donc, ce qui fait qu'en fait, oui, je reconnais que Through the Ages, c'est un jeu de civilisation génial et extraordinaire. Mais de fait, à la maison, mosaïque qui ressort. Et il est ressorti de nombreuses fois, mais Through the Ages, il est rarement sorti. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu ressortable, contrairement à Through the Ages, qui est beaucoup plus difficile à ressortir, avec un niveau de complexité beaucoup plus important. Celui-ci, il est beaucoup plus accessible. On peut y jouer, me semble-t-il, jusqu'à 6. Je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne le trouve pas sur la boîte, mais je crois que ça va jusqu'à 6, enfin 5 ou 6. Des parties qui sont pas non plus, qui durent pas 6 ou 7 heures. Donc on va dire en 2 heures, allez 3 heures, on a fini une partie. Un jeu donc généreux dans ses mécaniques, vous allez pouvoir faire plein de choses, vous allez pouvoir partir de différentes façons. Donc un plaisir sans cesse renouvelé, un énorme coup de cœur. Je l'ai dit déjà de nombreuses fois, je le redis encore, ce jeu c'est un de mes jeux préférés de ma ludothèque. Ça y est, vous avez eu le temps de respirer. On va revenir sur les jeux à campagne. On va se replonger là-dedans. Alors, voyez, grosse boîte. Vous devinez ici un torse. Peut-être que vous connaissez que ça veut dire quelque chose. Vous devinez très légèrement en bas le logo d'une société. Si je vous dis que c'est celui de Creative Game Studio, sans doute parmi vous, il y en a qui ont trouvé. Il s'agit d'un jeu que j'ai évoqué sur la chaîne. J'ai terminé la campagne, un gros jeu à campagne. Il s'agit des Chroniques de Drunagor. Alors ici, attention, c'est pas la boîte de base, c'est la boîte de l'extension, le nouveau contenu Apocalypse. Je n'y ai pas encore joué, mais j'avais pledgé ça. J'ai terminé donc la campagne de base. J'ai même fait une vidéo. Enfin, je fais des vidéos de session de jeu. J'ai fait des vidéos pour dire ce que j'en pensais. Un formidable coup de cœur. Et j'ai envie de vous dire, si vous commencez peut-être à me connaître, forcément, puisque jeu d'aventure, dungeon crawler et des mécaniques euros avec cette formidable mécanique. Cette fois-ci, c'est pas des cartes, mais c'est cette mécanique de cubes où on va tout simplement devoir gérer nos cubes et on va dépenser nos cubes pour pouvoir faire certaines actions. J'ai trouvé ça génial. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui est complexe, très complexe, très complexe. Disons qu'en fait, c'est pas tant qu'il est complexe, c'est que c'est les règles qui auraient pu être mieux écrites, un peu plus clarifiées. Il y a parfois des zones d'ombre. Alors est-ce que c'est la traduction, pas la traduction? Bon, sans doute que des fois oui, mais enfin on peut pas tout mettre sur le dos de la traduction. Il y a parfois un peu certaines lourdeurs dans la façon dont sont exposées et gérées les règles. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est difficile à sortir si on y joue de temps en temps. Voilà, c'est lié à la lourdeur des règles. Si je joue une fois, que je joue plus pendant 2-3 mois et que je revienne dessus, aïe, ça va être costaud. Surtout au départ. En fait, c'est un jeu qu'il faut faire, je sais pas moi, 4-5 parties. Ça fait beaucoup quand même pour un jeu. 4-5 parties, voire 6 parties pour bien comprendre un peu et créer des automatismes et que ça devienne vraiment fluide. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas prêt, et je comprends tout à fait, à faire cet effort-là,
Mais ensuite, voilà, c'est un jeu qui est vraiment extraordinaire avec en plus des maps qu'on va construire et qui sont en 3D, enfin en 3D avec des étages, plus la mécanique euro des cubes, les personnages qui évoluent, les nombreux personnages que l'on peut prendre quand on a des extensions. Donc un jeu gros coup de cœur, dungeon crawler moderne, récent, complexe, que j'ai énormément apprécié, mais qui a effectivement cette complexité là. Il faut savoir où on met les pieds et ça peut réfréner quelqu'un. Par contre, vous voyez souvent quand je vous présente des gros jeux comme ça, Dungeon Crawler, jeux d'aventure, ils sont en anglais. Ben lui non, il est en français. Il a été traduit chez Intrafin et la VF existe d'ailleurs, ça c'est la VF de la nouvelle extension. Donc un gros jeu euh, complexe, lourd, mais en français. Donc c'est quand même à signaler et d'une excellente qualité, de superbe mécanique. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les dungeon crawlers. Alors, vous aimez les dungeon crawlers? Oui, mais vous vous dites, ouais, avec ton chronique de Drunagor là, trop lourd, ça a l'air trop complexe, ça a l'air trop dur, trop compliqué. J'aimerais bien un dungeon crawler plus simple, plus accessible. Eh bien, c'est parfait. J'ai ce qu'il vous faut. Il se cache dessous la tête d'oreiller, dessous le tissu. De quoi s'agit-il? Attention, j'ai un peu trichouillé, puisqu'il ne s'agit pas de la boîte de base, mais d'une boîte d'extension. C'est pour ça que c'est tout petit. Mais attention, c'est un gros jeu, mais un gros jeu beaucoup plus accessible. Il s'agit de Massive Darkness 2. Alors, c'est pas la boîte de base, une petite boîte, hein, parce que la boîte de base, je vais pas la sortir ici, là. Elle est coincée dans une calaxe, derrière des meubles, tout ça. C'est un jeu extraordinaire que j'ai poncé également. J'ai beaucoup joué avec mon fils. On a fait la campagne complète de Evenfall. On a fait même des scénarios d'extension, plusieurs. C'est extraordinaire ce jeu. Un dungeon crawler, côté hack and slash, à la Diablo aussi, avec une simplicité et une accessibilité des règles qui fait plaisir, qui le rend. C'est le fun immédiat en fait. C'est le fun immédiat. Donc si vous aimez Dungeon Crawler mais que vous voulez pas un truc trop prise de tête, trop complexe, avec beaucoup de règles comme les chroniques de Drunagor, ben partez sur Massive Darkness 2, c'est top. Massive Darkness 2, par contre, ce que vous devez savoir, alors c'est mon point de vue, c'est qu'il y a une boîte de base, donc ben, il la faut, oui, mais moi je trouve que je ne conçois pas que l'on puisse jouer à Massive Darkness 2 sans l'extension Evenfall, parce que l'extension Evenfall, elle vous apporte une campagne. Donc vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai pas envie de jouer dans la campagne. Ok, soit. Mais le truc qu'il y a, c'est que dans le jeu de base, on ne peut monter ses héros qu'au niveau 5. Alors qu'avec la campagne Evenfall, on va pouvoir monter jusqu'au niveau 10. Donc on va trouver des améliorations d'habileté jusqu'au niveau 10, des armes niveau 10. Les ennemis aussi vont pouvoir monter, devenir plus forts. Donc on a beaucoup plus de contenu et surtout, si vous me suivez, si vous me connaissez, selon mes goûts, et surtout on a un sentiment de progression beaucoup plus étalé, beaucoup plus long, et on a vraiment le gros sentiment de monter en puissance qui rend le jeu très plaisant, d'autant plus qu'il y a autre chose qui rend le jeu très plaisant, outre ses mécaniques simples mais pas simplistes, et sa capacité à nous faire ressentir la montée en puissance, c'est aussi la grande variété des héros qu'ils proposent et leur mécanique, parce que les héros ils se jouent complètement différents les uns des autres. Si j'ai un archer, la façon dont je vais jouer, ça a rien à voir avec le magicien, qui n'a rien à voir avec, tiens, par exemple un personnage d'extension, le nécromancien, et chaque fois c'est des mécaniques différentes et c'est très thématique et ça rend le jeu très plaisant et on a envie de gagner une habileté supplémentaire, de gagner un nouveau truc pour son personnage, d'améliorer une arme, de trouver une nouvelle arme. C'est vraiment excellent, tout en restant, je vous dis, quelque chose de tout à fait accessible. Donc, si vous cherchez un dungeon crawler accessible, Massive Darkness 2, c'est vraiment génial. Bon, là maintenant, on arrête de déconner. Là, ça rigole plus. Là, maintenant, attention, on a les patrons. Là, on a les Johnny Hallyday du jeu de société. On a les tauliers. Donc, cette catégorie-là, maintenant, c'est la catégorie des jeux
incontournables par-delà le temps et les époques. C'est des jeux qui sont fascinants et quelles que soient les années depuis lesquelles ils existent, je trouve qu'ils ne se démodent pas, ils ne perdent pas de leur superbe. C'est des jeux donc incontournables. La catégorie des incontournables, on va commencer de suite, on va commencer fort avec, attention, le taulier des tauliers, Too Many Bones. Too Many Bones, c'est un jeu littéralement extraordinaire, un jeu de combat tactique avec un matériel, matériel de psychopathe, hein, laisse tomber le matériel qu'il y a dedans. Là, je vous ai mis, c'est juste une boîte d'extension parce que j'ai le Trouve Chest qui est derrière, mais je ne veux pas tout sortir. Il existe plein de boîtes, plein d'extensions, plein de personnages. Bon, ce jeu, vous en avez si vous regardez la chaîne. Je pense que ben voilà, je pense que vous êtes quand même bien passionné de jeux de société, donc vous devez certainement connaître Too Many Bones. C'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que je ne peux que vous recommander très très fortement. J'ai envie de vous dire, c'est obligé, quoi. Faut l'avoir ce jeu. C'est une obligation pour moi. Si vous aimez les jeux de combat tactique, avec des types de poker, des tout en néoprène à la Chitori Games, quoi. Hein. Vraiment un jeu auquel j'ai joué, rejoué, rejoué et je ne m'en lasse jamais. C'est un jeu qu'on peut jouer à la fois en session ou qu'on peut jouer aussi en campagne. Mais une session de jeu, c'est déjà bien long puisqu'en fait, on va tout simplement choisir un ou plusieurs personnages. On peut jouer en solo, en trou solo, en solo avec 2 personnages ou en multi. On va tout simplement accomplir un périple. Donc à chaque journée, on va avoir affaire à un événement. On va devoir résoudre cet événement. Cet événement, le plus souvent, il débouche sur un combat tactique, mais des fois, c'est pas le cas. Et à la fin, on a un boss et on doit affronter le boss. Et si on a si on est suffisamment parvenu à améliorer son personnage, on va pouvoir faire face au boss et le vaincre. Et du coup, quand on termine une session de jeu, même sans avoir fait de campagne, on a vraiment le sentiment d'avoir fait comme une petite campagne, une belle aventure. En fait, on a vécu une belle aventure. Et c'est un jeu qui se renouvelle beaucoup parce qu'on a des personnages très différents, très asymétriques, qui se jouent de façon complètement différente. On construit son personnage. Il y a généralement, on va dire, 2 voies. Hein, il n'y en a pas non plus 30, mais on va dire que chaque personnage doit avoir à peu près, pour aller vite, 2 voies d'évolution. On peut le faire partir dans 2 voies différentes. Donc, on peut multiplier les parties, voir un petit peu avec le même personnage, pour voir un petit peu comment ça tourne si on le build de telle ou telle façon. Les parties se renouvellent sans cesse parce que plus on a d'extensions, de boîtes, plus on a de cartes avec des événements, donc on ne tombe jamais sur la même chose. Et des boss, il y en a aussi une grande quantité, surtout si on rajoute des extensions. On a vraiment de quoi faire. Donc c'est un jeu qui est rejouable à l'infini, j'en sais rien, mais en tout cas on peut y rejouer énormément de fois. Moi j'ai fait énormément de parties dessus, enfin énormément, j'en ai pas fait 200 non plus, hein. Mais je veux dire, je pense que j'ai dû en faire, j'en sais rien moi, je sais pas, entre 30 et 50, je pense, plus de 30 quand même. Et c'est très agréable, c'est un jeu pour lequel j'ai régulièrement envie d'y revenir. Donc, alors c'est sûr, j'y joue pas maintenant aussi souvent qu'avant, mais quand même, j'y joue régulièrement et c'est toujours un plaisir que de sortir ce jeu. Donc, un jeu incontournable de toute bonne ludothèque, de mon point de vue. Le prochain incontournable, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ta tête d'oreiller le cache plus rien. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous montrer là-dessous. On reste chez Chip Theory Games. On reste avec un jeu qui est pour ma part incontournable. Et celui-ci, contrairement à Too Many Bones, parce que c'est vrai que je pensais que Too Many Bones, j'ai jamais fait de vidéo dessus. C'est vrai. Par contre, celui-là, j'ai fait plein de vidéos dessus. De quel jeu s'agit-il? Il s'agit de Victorum, Hoplomachus Victorum. Alors il existe plusieurs versions d'Hoplomachus, il y en a 2, il y en a une qui est jouable en multi et une autre qui est jouable en solo, c'est la Victorum. Donc moi je vous parle de Hoplomachus Victorum que je préfère à Remaster, Hoplomachus tout court Remaster, parce que je trouve que Hoplomachus offre une campagne, enfin un système de campagne de run qui est super intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc toujours du combat tactique chez Chip Theory Games, ils aiment bien, ils sont spécialistes de ce type de jeu-là. On va tout simplement gérer une escouade de gladiateurs, on va avoir un héros, et on va devoir accomplir, on va se balader sur une grande map,
On va faire des combats, on va améliorer son héros, on va recruter des gladiateurs et on va affronter des primus, c'est-à-dire d'autres héros. Et à la fin des fins, on devra affronter un méga adversaire qu'on appelle un Sion, très difficile, et on ne parviendra à le vaincre que si on a suffisamment buildé son héros et constitué une équipe de gladiateurs performante et complémentaire. Donc c'est très plaisant. La critique qu'on a fait à ce jeu, c'est que un run est très long. Je crois que de mémoire, pour pas vous dire de bêtises, je crois que un run, ça durait avant, je sais plus, une quinzaine d'heures. Ouais. Et puis ils ont sorti une extension ici qui s'appelle Pandora's Ruin. Et dans cette extension, il y a un module qui un peu revisite la façon de jouer au jeu, enfin de faire la campagne, le run, quoi. Et du coup, ça divise le temps énormément. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que j'avais filmé la vidéo, et je crois que j'avais fait entre, je sais plus, entre 6 et 8 heures le run. Donc, c'est quand même, c'est beaucoup moins qu'une quinzaine d'heures. Et du coup, ben, ça fait pas que le rendre plus court, ça le rend plus dynamique aussi, le jeu. C'est beaucoup plus punchy, on a moins le sentiment de faire toujours la même chose comme on pu le dire certains. En tout cas, dans ce jeu, on va multiplier les affrontements tactiques, il y a plein de combats tactiques avec des arènes qui chaque fois présentent des défis avec des conditions différentes. Et dans cette extension, on va doubler, alors quand je dis on double le nombre d'arènes, non, il y a toujours le même nombre d'arènes, mais on le double dans le sens où chaque arène a une variante. Et donc on va jouer, chaque arène a deux façons d'être jouée avec deux ensembles de règles, et on va un coup jouer, par exemple si je fais deux combats dans l'arène des Vésuviens, ben, le premier combat je vais faire avec le système d'arène A, on va dire, et encore combat chez les Vésuviens, hop, je tourne de l'autre côté et je vais faire le combat avec l'arène des Vésuviens, mais en mode alternatif, et ainsi de suite. Et ça change véritablement, hein. Ça change, c'est pas juste un petit truc à la marge, ça change beaucoup. Donc on a comme ça, avec cette extension, l'impression que le jeu s'est énormément dynamisé, plus punchy et beaucoup plus de variété. Et j'ai... alors ça, moi je l'avais pledgé, j'avais soutenu le projet. Ça, j'avais reçu de Chiltory Games qui me l'avait envoyé, j'avais présenté sur la chaîne. Et ensuite, je me suis pris ça, moi, en plus, que j'avais pris ça sur Philibert. C'est quoi ce truc? Ben, en fait, ça permet, quand on a Hoplomachus Remaster, ça permet d'utiliser les héros de Remaster dans la version Victorum. Donc ça nous donne encore plus de choix de héros. Donc ça c'est super bien, mais j'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore testé, mais je testerai ça la prochaine fois que je ferai une campagne de Victorum. Un jeu extrêmement plaisant, encore une fois, si vous aimez les combats tactiques, ben, c'est excellent aussi. Entre lui et Too Many Bones, vous avez vraiment là de quoi faire, deux gros jeux énormes, extrêmement bien pensés et très plaisant à jouer. On continue ma liste des jeux incontournables, mais cette fois-ci, on laisse Chiltory Games, on laisse les combats tactiques, l'arène des gladiateurs et tout ce qui est fantasy, et on va rentrer dans l'espace. On change complètement avec cette fois-ci un jeu, il y en a qui ont peut-être reconnu avec le logo de Matago, une grosse boîte aussi, mais c'est pas un jeu à campagne, c'est pas un jeu de combat tactique, c'est un 4X qui se passe dans l'espace. Eclipse, Second Dawn for the Galaxy, un monument du jeu de société, surtout dans sa version là, Second Dawn, avec un matériel extraordinaire et un jeu extrêmement plaisant à jouer qui vous offre une expérience 4X vraiment au top, et un jeu qui ne va pas trop s'étaler finalement dans le temps, puisque moi on avait fait une partie, on était 6, et finalement ça n'a pas duré tant que ça. Je sais plus exactement combien de temps ça a duré, mais je dirais, je sais pas, ça a dû durer 4 heures. Ouais, 4 heures. Ouais, dans les 4 heures, les 4 heures, 4 heures et demie, à 6, tout ça, c'est quand même... bon, on avait pris les factions de base quand même, hein, mais parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient joué. Donc c'est quand même, je trouve, assez contenu dans le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un jeu qui va se jouer
en 7, je crois que c'est 7 ou 8 manches, je sais plus là de tête. Et du coup, ben, on sait quand on arrive là, ben, c'est fini. Donc c'est pas un jeu qui va s'étaler jusqu'à ce qu'un joueur fasse je sais pas quoi et que ça ne peut jamais arriver. Là non, c'est pas le cas. Et on a un matériel, vraiment on se croit dans l'espace, c'est vraiment très bon. La seule chose qui est un peu moins bonne dans le matos, c'est les plateaux de faction, parce que vous voyez, ils sont très fins, c'est des feuilles, donc ça fait un peu old school. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait tendance à vouloir des doubles couches, tout ça, machin, mais ben, ça fait très bien le job, c'est très bon. Donc là on a des rangements qui sont au top, là on a de quoi mettre les technologies, là on a de quoi qui est tout rangé déjà. Ce qui est lié aux technologies, ce sont nos améliorations. Donc là on a ouais, la technologie, et là on a ce vers quoi va l'innovation, quoi. Ce vers quoi va déboucher la technologie, donc c'est pour améliorer nos vaisseaux. Et puis on a ça, c'est super quoi. On a tout simplement des boîtiers de rangement pour chaque faction avec du matériel qui est propre à chaque faction, c'est-à-dire avec leur propre vaisseau, les différentes catégories de vaisseaux. Donc ça c'est très intéressant. On peut jouer version standard, c'est-à-dire où il n'y a pas d'asymétrie entre les factions, ou version, j'ai envie de dire, asymétrique, avec des pouvoirs qui sont propres à chaque faction, des avantages et des inconvénients. Et ce qui est super, c'est que la boîte de rangement, elle va servir aussi de boîte de moteur, c'est-à-dire que on va, comme ça ici, placer des petits cubes, et ça va nous dire, et là on a différentes jauges, et ça va nous dire l'état de nos ressources en termes d'argent, de science ou de production. Et donc on va avoir une phase de production, et on va nous dire, par exemple, si à chaque tour je produis 4 de science, hop, je vais augmenter ma science. Et il y a un système comme ça d'engine building. On va essayer de développer pour gagner, avoir un bon moteur à ressources pour pouvoir s'étendre et vaincre, en fait, tout simplement, gagner la partie, développer ses technologies, etc. Donc un très beau matériel, un jeu très plaisant à jouer, mais pas si long que ça. Alors, je dis pas qu'il est court, hein, c'est parce que je veux dire, mais pas si long que ça quand même pour un 4X spatial. Grand plaisir de jeu, rejouable, et ce côté là, voilà, bah tiens, sur les plateaux personnels, vous voyez, on va pouvoir développer ces vaisseaux. Donc on a des intercepteurs, des frégates, des croiseurs, des bases stellaires, et en fait, grâce aux technologies qu'on va développer, on va pouvoir acquérir différents éléments, par exemple de meilleurs moteurs, de meilleurs canons, et on va venir placer ça par-dessus, et chacun va avoir des intercepteurs qui sont façonnés selon ses envies, ses goûts, sa stratégie. Pareil pour les frégates. Donc on va pouvoir avoir des frégates avec une grosse puissance de feu, ou alors des intercepteurs, on sait que c'est pas très puissant, mais on va pouvoir travailler, par exemple, justement les rendre très puissants, ou alors travailler la mobilité, ou alors les rendre difficiles à toucher, ou au contraire les rendre beaucoup plus précis. Donc on a beaucoup de possibilités dans ce jeu. Un 4X vraiment vraiment génial. Pour moi, c'est un incontournable du jeu de société. Et on passe du coq à l'âne avec le prochain jeu. Et oui, parce que de toute façon, c'est moi qui fais la liste, c'est moi qui fais ce que je veux. Donc c'est tous les jeux qui me plaisent. Là, c'est tous les jeux que je considère comme incontournables, quel que soit leur style. Et là, il s'agit cette fois-ci non pas d'un 4X, mais d'un jeu euro de pose d'ouvrier, un monument du jeu de pose d'ouvrier, mais remis au goût du jour récemment grâce à une nouvelle édition. Il s'agit de Ultimate Railroads. C'est tout simplement la version Big Box de Russian Railroads, c'est-à-dire une version avec le jeu de base plus toutes les extensions et les autres jeux sortis à ce jour. Un jeu de poste d'ouvrier à l'ancienne, et quand je dis à l'ancienne, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, c'est-à-dire un jeu simple dans ses mécaniques, mais extrêmement riche dans les possibilités qu'il nous offre et dans la marge de progression qu'il nous offre également. Donc on est dans le très classique, c'est-à-dire je vais poser un ouvrier dessus, je vais faire l'action correspondante, mais il y a plein de subtilités, il y a plein de choses à faire, plein de choix. On peut scorer de plein de façons différentes et on a toujours envie d'essayer de faire telle ou telle chose. Et ce qu'il y a dans cette version Ultimate, c'est que quand on veut un peu de changement, qu'on pense avoir fait le tour
du jeu de base. Par exemple, allez hop, on va essayer l'autre version. Donc il y a German, il y a la version américaine, la version Asie, plus des modules complémentaires. Et c'est super parce qu'en fait, chaque version offre sa particularité. À sa particularité, là par exemple, dans le jeu de base, en fait, on a toujours une section usine, dans tous les jeux, on a une section usine qui vient se caler, au-dessous là. Et en fait, quand on joue à Asie, ben, on se retrouve avec un énorme plateau usine, on va devoir faire plein de trucs dessus. Donc en fait, la mécanique des usines sur le plateau Asie, ben, dans la version Asie, ils l'ont vachement développé et ça va jouer là-dessus. Donc il y a plein de choses à découvrir. On a une boîte remplie, on a des heures et des heures de jeu euro là-dedans, avec un énorme sentiment de progression, parce qu'en fait, ben, quand on joue au début, on connaît pas trop, on va faire, mettons, allez, 250 points, 200 points, 250 points. Puis après, à force, et en fonction des extensions auxquelles on joue, on va arriver à faire, je sais pas moi, 450 points, 500 points, 550 points. Ça peut aller très haut. On se dit, ah ouais, quand même, si on arrive à combiner, à faire ça, puis faire ça, puis faire ça. Et quand on termine le jeu, on se dit toujours, ah ouais, j'aurais pu faire un peu plus. J'aurais pu faire un peu plus de points. J'aurais pu faire un peu mieux. Si j'avais fait ça avant de faire ça, ça aurait été peut-être plus payant niveau points. Donc c'est très intéressant. Si vous aimez les jeux de poste d'ouvrier, que vous aimez les jeux simples en termes de règles, mais profonds en termes d'intérêt, je ne peux que vous conseiller cette version Ultimate Railroads. C'est vraiment un monument du jeu de poste d'ouvrier et une référence à n'en point douter. Alors là, peut-être que vous vous dites, ok, Ultimate Railroads, c'est sympa, mais tu n'aurais pas un jeu dans lequel on se défouraille la gueule, mais qui resterait quand même un jeu euro, avec beaucoup d'interactions? Ben oui, si, j'ai ça aussi, et un gros monument là du jeu de société, c'est la boîte noire. La boîte noire, il y en a qui doivent se dire la boîte noire, mais ils parlent de KDM, pas du tout. Je parle pas de KDM, parce qu'en plus j'ai jamais joué à KDM. Pas du tout, mais c'est la boîte noire. De quelle boîte noire il s'agit? Eh bien de la boîte noire de Ludus Magnus, de Black Rose War Renaissance. Un jeu où on passe son temps à se défourailler la tronche, mais dans le cadre d'un jeu quand même, un jeu euro où on va devoir quand même pas mal calculer. Il y a de l'affrontement, ça fait très Ameritrash. En fait, ça a tout de l'Ameritrash, on passe son temps à se détruire, mais en fait, on a un jeu ici, un véritable Eurogame, mais qui se cache bien derrière des figurines, derrière des mécaniques de jeu très agressives. Donc vous voyez des figurines, c'est quoi, c'est un jeu d'aventure? Pas du tout un jeu d'aventure, un jeu d'affrontement avec des mécaniques euro. Donc on a un super matériel. Moi, je vais pas démonter toute la boîte. On va tout simplement endosser l'identité d'un mage, donc des mages qui vont s'affronter pour essayer d'être élus maître de la loge. Et pour ce faire, on va devoir s'attaquer à nos concurrents, à nos adversaires, et on va jouer à base de cartes. Et donc on va devoir sélectionner des cartes qui sont en fait, qui représentent des écoles de magie. Donc quand on joue à ce jeu, on a tout un tas de cartes, en fait de petits decks de cartes qui représentent les écoles de magie. Chaque école de magie a sa façon de jouer, c'est ce qu'elle fait. Il y en a qui sont plus agressives, il y en a qui sont plus dans le contrôle, il y en a qui sont plus dans la manipulation, il y en a qui sont plus avec les pets, c'est-à-dire les familiers. Donc on va choisir en jeu, pendant le jeu, on va avoir une phase où on va récupérer des cartes de sorts qui appartiennent à différentes écoles de magie. Donc en fonction de l'école de magie dans laquelle on va piocher, on va s'attendre à jouer avec de telle ou telle façon. Et on va gagner des points chaque fois qu'on va faire certaines choses. Donc quand on blesse son adversaire ou quand on le détruit, quand on réalise des quêtes. Et en fait, c'est à la fin, finalement, alors qu'on passe son temps à se fracasser, ben à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. Et oui, parce qu'il y a un système de scoring à points. Et c'est comme ça que on va petit à petit
avancer et aussi provoquer la fin du jeu. Et il faudra aussi faire attention à la rose noire, qui est une espèce d'entité qui peut très bien gagner. Hein, c'est un peu le jeu, quoi. Tout le monde peut perdre parce que la rose noire peut l'emporter à la fin. Donc un jeu très punchy, très agressif, un jeu de contrôle de zone, mais pas que, un jeu de vraiment d'affrontement, quoi. C'est vraiment un jeu d'affrontement, mais de type euro, dans lequel on va essayer de détruire ses adversaires pour gagner des points, et pour y parvenir, il faut construire correctement son paquet de cartes grâce aux différentes écoles de magie qui nous sont proposées. Vraiment un jeu à découvrir, un jeu où il y a énormément d'interactions entre les joueurs, et il n'y a rien qui ressemble vraiment à ça. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment, ce jeu, ça fait partie des jeux incontournables. Figurez-vous qu'on peut aussi y jouer en solo, donc il y a tout un tas d'extensions, donc on peut y jouer en solo. Moi j'ai moi-même joué en solo grâce à ce qu'on appelle les avatars, mais c'est un jeu qui brille surtout, je pense, par son mode multijoueur. Voilà, c'est les interactions entre les joueurs qui font tout le sel du jeu. Même si c'est plaisant en solo, c'est là que le jeu brille le plus. Donc si vous aimez les jeux d'affrontement et que vous aimez les jeux euro, que vous aimez rentrer dans l'adversaire, vous aimez faire des coups bas, vous aimez vous rentrer dedans, valeur sûre. Alors là, attention, dernier jeu de la catégorie des incontournables. Et là, il faut que je vous dise, j'ai un petit peu triché. Puisque là, il s'agit de la Trinité. Vous avez la Trinité devant vous. Des jeux incontournables. Mais pourquoi une Trinité? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'un jeu, mais de 3 jeux. 3 jeux d'une seule et même compagnie. Les 3 gros jeux incontournables de Mind Clash Games. Ils sont là devant vous. Des jeux obligatoires à posséder absolument dans toute ludothèque de jeux velus. Tricarion, Cerebria, Anachronie. Là, je vous les montre tous les 3 ensemble parce que c'est les 3 grands jeux de Mind Clash Games. Il y a plein d'autres jeux excellents de Mind Clash. Mais là, c'est la Sainte Trinité. Voilà. Donc là, vous avez des jeux à la fois velus, oui, riches, complexes, oui, mais profonds, extrêmement thématiques, brillants, des mécaniques fabuleuses. Donc là, on a plutôt un jeu, donc de gros jeux euros, hein, un jeu de poste d'ouvrier qui est sur le thème de la magie et qui est extrêmement thématique. C'est un jeu qui est souvent plébiscité par les joueurs. Ici, Cerebria, c'est différent, c'est un jeu de contrôle de zone, de contrôle de territoire, mais avec un thème, il fallait le trouver celui-là. C'est un thème sur comment dirais-je, l'état intérieur d'une personne, l'état psychologique, psychique d'une personne. En fait, les joueurs, ils vont incarner soit comment dirais-je, le côté négatif ou le côté positif, donc des émotions négatives, des émotions positives, et ils vont essayer de tirer l'esprit de leur côté, et on va voir petit à petit s'ériger au centre du plateau une obélisque. Et si cet obélisque a beaucoup de orange sur elle, ben ça veut dire que la personne a des émotions positives. Et si jamais on voit que l'obélisque est de plus en plus bleu, eh bien c'est que l'état d'esprit de la personne va vers des sentiments, un état négatif. C'est vraiment brillant, très thématique également, de bonnes mécaniques de contrôle de territoire, mais un gros jeu également. Et là vous avez Anachronie, mon préféré. Anachronie, ben c'est peut-être mon jeu euro préféré toujours et encore. C'est un jeu de poste d'ouvrier avec une mécanique de voyage dans le temps qui est extraordinairement bien pensée. Une apocalypse qui s'en vient et on va devoir gérer du mieux possible sa faction avant l'apocalypse et le départ. Et c'est difficile à expliquer, mais dans ce jeu, cette mécanique de voyage dans le temps, on a l'impression de la vivre réellement parce que à un moment, on va se donner des ressources, et ces ressources, il faudra les envoyer dans le passé
parce que comme on se les a donné par exemple au début de la partie, ça veut dire que plus tard dans la partie, il va falloir les renvoyer dans le passé pour expliquer le fait qu'on ait eu ces ressources gratuitement. Et si on ne le fait pas, on va créer une incohérence temporelle et donc on va avoir des problèmes, des pénalités éventuellement. Donc c'est 3 jeux complexes, beaucoup de règles, mais extrêmement profonds, très riches et extrêmement thématique. Je ne peux que vous conseiller ces 3 jeux, ou n'importe lequel des 3, comme vous voulez. À coup sûr, vous ne vous tromperez pas en prenant un de ces jeux. 3 jeux, 3 monuments du jeu de société, 3 jeux incontournables. On va rentrer maintenant dans une autre catégorie, la catégorie des jeux que je me suis acheté pour Noël. Donc ces jeux, je n'y ai pas joué. Donc je peux pas trop vous dire c'est bien, c'est pas bien. Par contre, ils m'ont suffisamment attiré pour que je me les procure. Donc quel jeu je me suis offert pour Noël? Voici la sélection, voici mes choix pour cette année 2025. Et on va commencer avec The Anarchy. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien c'est un jeu de Machine and Write que je me suis procuré. Alors un jeu assez complexe parce que souvent les jeux de Machine and Write c'est pas trop compliqué. Mais celui-là, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est assez compliqué. C'est la suite spirituelle du Mur d'Adrien. Pendant longtemps, j'ai hésité à me prendre le Mur d'Adrien. Je voulais me le prendre, et puis The Anarchy est sorti, et donc j'ai entendu dire que c'était très bien. Et je me suis dit, bon, allons-y pour The Anarchy, puisque c'est le plus récent. Pourquoi pas? Je l'ai vu, je l'ai pris, donc on verra bien. Moi, j'aime bien, vous savez, les jeux de Machine and Write. J'en ai plusieurs. J'avais présenté sur la chaîne Jeanne d'Arc. Il y a aussi Twilight Inscription que j'aime beaucoup. J'en ai d'autres. J'ai aussi Paper Dungeon qui est plus simple. Donc moi ça me plaît toujours d'en découvrir régulièrement. Donc celui-là j'ai bien hâte. Surtout qu'il paraît que c'est vraiment ça amène ce type de jeu ailleurs, dans une autre dimension. Donc on va voir si c'est le cas ou pas. Et c'est mon premier cadeau de Noël. Mon deuxième achat, écoutez, c'est un jeu qui me disait pas du tout au départ, et puis finalement j'ai vu une certaine vidéo et ce jeu m'a tapé dans l'œil. De quel jeu s'agit-il? C'est un jeu édité par Super Meeple. Il s'agit de Tesoros. Et oui, Tesoros, un jeu qui ne me disait pas grand chose au départ. J'avais vu la couverture, la boîte, j'avais pas trop regardé, je trouvais ça très sombre, le titre ça me disait rien du tout, bof. Et puis en fait j'ai vu la vidéo là de Gabriel de Garageux quand il a fait la rétrospective là sur Avicii et qu'il avait fait son entrevue avec Super Meeple. Et ce jeu, j'ai vu Philippe Tapimoquette, me semble-t-il, présenter ce jeu. Et puis vraiment, il m'a littéralement tombé dans l'œil. J'ai pris connaissance de la thématique, chasse au trésor. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouvais que le jeu était magnifique. Les mécaniques présentées m'ont beaucoup attiré. Je voulais voir comment ça tournait. Et donc, du coup, j'ai craqué. Et je l'ai pris. Et j'ai bien hâte de le tester pour découvrir si ce jeu correspond à mes attentes. Le troisième jeu, c'est un jeu de Mind Clash Game, mais aussi édité en français par Super Meeple. Celui-là par contre, je l'ai repéré de suite et j'ai voulu y jouer assez rapidement parce que la thématique m'intéresse. Il s'agit de Dragonnier. Dragonnier, voilà un jeu qui m'attire immédiatement parce que y a du dragon, c'est Mind Clash Game. Donc ça m'intéresse de suite. Alors c'est un montage game, mais c'est pas du Trickerion, c'est pas de l'Anachronie, donc on est dans du beaucoup plus léger. C'est apparemment plutôt un jeu on va dire de lourdeur intermédiaire, donc plutôt accessible. Et voilà, donc un matériel qui m'intéresse. Les mécaniques j'avais moins regardé, donc là aussi j'avais vu des présentations en vidéo et ça m'intéressait. Donc voilà, alors par contre j'ai vu que il n'y avait pas de solo, me semble-t-il. Je suis en train de regarder, ouais, il n'y a pas de solo. Ça m'embête un petit peu, c'est dommage parce que j'aime bien découvrir mes jeux, au moins les découvrir en solo, au moins
si ce n'est vraiment y jouer, les approfondir en solo, mais au moins les découvrir. Donc là, il n'y a pas de solo, ça c'est un peu dommage, mais c'est un jeu, vous voyez, moi j'aime bien combiner les jeux, pas faire que du jeu lourd, aussi faire un peu de jeu intermédiaire, c'est toujours intéressant, et celui-là, sa thématique m'intéresse beaucoup, donc hop, rack, je l'ai pris également. Le quatrième jeu que je me suis offert pour ce Noël 2025, cette fois-ci, pour ce jeu, je n'ai pas succombé à la nouveauté. Je suis un peu allé à rebours, je suis allé un peu chercher dans les jeux plus anciens et j'ai fini par mettre la main sur ce jeu. En fait, ça fait longtemps que je regardais ce jeu, j'hésitais. Il y a des choses qui me faisaient hésiter sur ce jeu. Et puis la 5e édition est sortie, je l'ai vu. Et du coup, je l'ai pris, mais c'est un jeu assez ancien. De quoi s'agit-il? Un jeu qui va pas plaire à tout le monde. Visuellement, il s'agit de Dungeon Degenerate. Et oui, un jeu qui m'a fait de l'œil pendant longtemps. J'ai beaucoup hésité. Pourquoi? Ben voilà pourquoi. Vous voyez, faut aimer quoi. J'avoue qu'il faut aimer l'artistique. C'est particulier, c'est original, c'est très original. Ah, c'est très particulier et voilà quoi. J'avoue que je peux pas dire que je déteste, mais je peux pas dire que j'aime non plus. Vous voyez, je suis un peu dubitatif. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien. On m'en a dit beaucoup de bien, donc je me dis qu'il faut que j'essaye quoi. C'est quand même un jeu qui a sa petite réputation. Donc je me suis dit il faut passer outre ce petit bémol là sur l'artistique et il faut essayer. Voilà, donc je vais essayer ça. Et vous voyez, c'est typiquement le jeu que je pourrais être amené à présenter sur la chaîne si le jeu me plaît. Ben oui, ça me dirait bien. Un jeu de ce que j'ai compris, alors c'est pas du dungeon crawler, de ce que j'ai compris, c'est plutôt du land crawler. Parce que j'ai vu une carte qui se passe à l'extérieur derrière, donc on prend un héros, on va développer son héros, il va arriver un tas d'aventures. Donc j'ai bien hâte de regarder ça, de voir comment ça tourne. Et peut-être que derrière cette artistique, on va dire douteuse ou originale, très originale, hein, fonction des goûts, eh bien se cache peut-être un formidable jeu. En tout cas, les retours que j'ai eus étaient positifs. Alors il existe encore 2 jeux que je me suis offert mais que je ne peux pas vous présenter. Vous voyez, c'est vide. Il n'y a rien dessus. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas reçus. Il y a eu du retard à l'allumage et donc je ne les ai pas. Quels sont ces jeux? Eh bien, il s'agit, premier jeu, du jeu Fourmi. Un jeu édité par Intrafin. C'est un jeu qui, par l'artistique, par la boîte, par l'apparence, ressemble beaucoup aux rats de Wistar. C'est un peu, j'ai l'impression, la suite spirituelle des rats de Wistar. Les rats de Wistar, j'en ai peut-être parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est un jeu pour lequel, vous savez, j'ai une relation un peu de amour-haine, puisque je trouve que le jeu est très bon, les mécaniques sont très bonnes, mais je trouve aussi qu'on est assez trop serré, on est un poil trop serré dans ce jeu, et donc j'ai toujours le sentiment de ne pas pouvoir faire ce que je veux faire, et je suis souvent frustré à la fin de la partie, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, à la fin je suis frustré. Vous savez, il y a des jeux, quand on finit, on peut avoir perdu, on peut avoir gagné, on est content parce qu'on a l'impression d'avoir fait des trucs, avoir fait un peu ce qu'on voulait et que c'était bien sympa. Et puis les Rad Wistar, moi c'est pas ça, j'ai du plaisir à jouer, mais à la fin je me dis, surtout en solo, hein, j'ai fait du solo, je me dis ouais, c'est la fin de la partie déjà quoi, j'ai l'impression de ne pas avoir pu faire grand chose. Et ça m'énerve d'autant plus que je trouve que le jeu il est bien, il est chouette dans les choix qu'il propose, c'est serré, c'est bien, mais c'est trop, c'est un peu trop. Donc on va voir Fourmi. Qu'est-ce que comment c'est en fait? J'ai pas trop voulu me renseigner, vous voyez, je suis un peu parti à l'aventure. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il reste toujours dans cet esprit ultra serré ou est-ce que il gomme un peu ça? Comment ça tourne? Ça m'intéresse beaucoup. Et en plus, qui dit Fourmi, moi, ça me fait beaucoup penser à Myrme, vous voyez. Et Myrme, c'est un jeu auquel j'ai joué une seule fois et j'en garde un super souvenir. Donc Fourmi, Myrme, peut-être que les jeux n'ont rien à voir, mais j'ai envie de découvrir ce jeu. Donc il va arriver bientôt, j'espère, un jour ou l'autre. Et je l'attends de pied ferme. Le deuxième jeu que j'attends et qui a aussi du retard et que je n'ai pas encore reçu, donc il s'agit du jeu
Tainted Grail, mais le King of Runes, c'est-à-dire la suite du jeu de base de Tainted Grail. Puisque moi j'ai fait Tainted Grail, j'ai terminé la campagne, j'ai revendu le jeu, c'est un jeu que j'avais bien aimé, ouais, enfin, plus que bien aimé, beaucoup aimé. J'avais bien aimé ce système cette combinaison de jeu d'aventure avec des mécaniques de gestion de ressources euros pour aller gérer les menhirs. C'est vrai que la critique souvent de certains c'est de dire bah, c'est trop abusé, c'est trop tendu, c'est trop serré là justement. Oui, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais j'aime bien ça. Pour le coup, là, j'aimais bien ça. Et surtout qu'en fait, il suffit un peu de persévérer et on voit qu'au fur et à mesure, en avançant dans l'histoire, en passant l'émission, ben, c'est quand même de moins en moins serré. On va dire que je sais plus de tête, parce que ça fait très longtemps. On va dire que les 4-5 premières missions, c'est chaud. Et après, ben, ça va, ça devient beaucoup plus gérable. Et puis, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé le système d'exploration qu'on découvre, même si c'est vrai que certains disent bah, du coup à cause des menhirs on peut pas trop explorer. C'est vrai aussi, mais je me suis quand même senti ayant suffisamment la possibilité d'aller à droite à gauche. Et puis le système de combat aussi, moi j'ai bien aimé ce système d'icônes qui coïncident. Ça m'a bien plu, donc quand j'ai entendu dire que Kings of Runes proposait de gommer un peu les bémols, les défauts de Tainted Grail, je me suis dit tiens, ça pourrait être vachement intéressant du coup. Donc, eh bien écoutez, j'ai franchi le pas également. Voilà donc pour les jeux que je me suis pris pour Noël, ma propre liste. Mais je voulais rajouter un jeu dans cette liste. Alors c'est pas un jeu que j'ai acheté, c'est pas un jeu que je me suis pris. Quel est ce jeu? Mais c'est un jeu où je pense voilà que c'est quand même important d'en parler. Quel est ce jeu? Il s'agit de Frosthaven. Voilà, Frosthaven, c'est un jeu, je pense, qui est un incontournable, mais que je n'ai pas. Voilà, mais je pense que c'est quand même un jeu à considérer. Quand je dis incontournable, je veux dire pas comme les autres jeux qu'il y avait tout à l'heure. Je veux dire, c'est un jeu quand même à avoir en tête si on aime les dungeon crawlers, si on aime les gros jeux à campagne d'aventure. C'est quand même à considérer. Alors vous allez me dire ouais mais ok, tu nous dis ça, mais tu l'as pas commandé, rien. Oui c'est vrai. Pourquoi? Parce que moi en fait j'ai déjà fait Gloomhaven en entier, j'en ai parlé déjà plusieurs fois. Je l'ai fait en entier avec mon fils, c'est un jeu que j'ai trouvé génial. Alors c'est vrai qu'on peut lui reprocher que c'est un peu toujours la même chose, l'histoire elle est pas extraordinaire, mais moi j'ai trouvé ça génial parce que mécanique euro de gestion de cartes, c'est excellent, toujours plaisir, même plaisir ces combats tactiques. Et puis du coup j'avais fait ça, la campagne elle était littéralement énorme. On a pris, je sais pas combien, on a mis je sais plus, un an et demi ou quelque chose comme ça pour faire la campagne. Donc là, en fait, Frosthaven, c'est la même chose. Et là, en fait, j'ai pas envie de repartir pour un an et demi à jouer qu'au même jeu. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai pas pris. Un jour, je le ferai, mais là, il y a d'autres campagnes que je veux faire avant. Il y a d'autres jeux que j'ai à faire. Donc, quand j'aurai fait toutes ces campagnes, et que j'aurai plus de jeux à campagne, et bien éventuellement je prendrai Frosthaven, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. En revanche, quelqu'un qui soit n'a pas fait Gloomhaven, mais adore les jeux de dungeon crawler d'aventure, soit l'a fait et n'a pas de campagne en cours et est très intéressé, ça lui a très plu Gloomhaven et qu'il aimerait en avoir plus, et qui est prêt à s'investir longtemps dans une grosse campagne, bah ouais, Frosthaven, à mon avis, c'est le top. C'est vraiment super intéressant. Surtout que, de ce que j'ai entendu, ils ont vraiment retravaillé les persos. Enfin, retravaillé. C'est des nouveaux persos, mais apparemment, les mécaniques sont sympas. Il y a des mécaniques de gestion de ville, tout ça. Donc, il y a des choses qui sont en plus, qui ont l'air très intéressantes. Donc, oui, moi, c'est un jeu que je garde quand même, qui est toujours dans un coin de ma tête. Et si un jour j'ai plus de campagne, j'ai du temps, tout ça, j'irai sur Frosthaven. Mais je pense que le jour où j'y vais sur Frosthaven, il va falloir faire plus que ça, et la chaîne, je sais pas si je ferai beaucoup de vidéos encore, quoi. Voilà. Donc Frosthaven, un choix à considérer. Attention, c'est pas fini. J'ai décidé de vous parler de ma catégorie cachée, parce qu'il y a une catégorie cachée dans cette sélection des jeux de Noël. Laquelle est-elle? Eh bien, je dois vous avouer quelque chose, c'est qu'en fait, cette vidéo,
Je l'avais déjà filmé intégralement. Et j'ai eu un gros souci sur mon téléphone. Il a fait une surchauffe, un truc qui m'est jamais arrivé. J'ai pas compris. Il a fait une surchauffe, ça m'a indiqué que le téléphone surchauffe. Et puis du coup, la vidéo s'est arrêtée. Ok, donc j'ai refroidi mon téléphone, tout ça. Et puis quand j'ai voulu accéder au fichier, je n'avais aucune trace de cette vidéo. Mais littéralement aucune. Donc j'ai cherché, j'ai bidouillé, j'ai regardé. Donc du coup, j'ai dû refaire la vidéo. Et il s'est écoulé 2 jours depuis la première fois que j'ai fait la vidéo. Donc j'ai dû tout recommencer. Mais dans ces 2 jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma liste, parce qu'au départ, ma liste, elle était plus longue. Donc j'ai repris ma liste et j'ai élagué quelques jeux, parce que je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de jeux. Moi, en fait, si vous me voyez, je suis dans ma salle de jeu, là, je suis un déménageur, en fait. Je prends des jeux, je prends 3 jeux, je prends 4 jeux, je les amène, je les défais, je les dérange, je les re-range. Donc je me suis dit, ben, je vais en enlever, je vais élaguer. Et puis du coup, je me suis dit, ben, attends, à la fin, j'enlève celui-là, j'enlève celui-là, j'enlève celui-là. Et puis je me suis dit, bah tiens, si je leur parlais des jeux que j'ai élagués, c'est-à-dire des jeux qui au départ ils étaient là, et puis j'ai décidé de les enlever. Alors ils sont un peu dans toutes les catégories précédentes, hein, peu importe, mais voilà, c'est la catégorie des jeux qui étaient là dans ma première vidéo et qui ne sont plus là, que j'ai décidé d'enlever pour essayer de resserrer ma liste. Mais c'est quand même des jeux qui ont relevé mon attention. Alors, de quel jeu s'agit-il ? Peut-être qu'ils vont vous parler, peut-être que vous allez avoir un coup de cœur ou, comment dirais-je, une curiosité un peu plus manifeste, un peu plus importante. Ce sont tous des bons jeux, évidemment, que j'ai appréciés. Et on va commencer par un jeu que j'ai présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Un jeu euro, un jeu de Stefan Feld. Il s'agit de Civolution. Civolution, donc, c'est le gros jeu récent de Stefan Feld, un jeu de manipulation de dés, un jeu dit de civilisation, mais qui n'a rien à voir en fait avec un jeu de civilisation. En fait, on est des dieux et on va, comme si on était sur une console informatique et on crée une civilisation. Bon, ça marche bof le thème, mais en tout cas, le jeu, moi, il m'a beaucoup plu. Je trouve qu'il offre une grande variété de possibilités. Et puis, il y a un truc que je voulais vous montrer sans mettre trop le bazar, c'est le tableau, pas le tableau, mais le board personnel, les plateaux joueurs. C'est un truc de dingue. Regardez, si je défais, pouc, voilà, c'est tout ça, c'est énorme. Donc ça, c'est notre console, imaginons qu'on est une divinité. Notre console, on va programmer notre civilisation, faire des trucs, et on va mettre des cartes. Et les cartes, en fonction de la colonne et de la ligne à laquelle elles vont faire des trucs, elles vont pouvoir apporter des points. Et on a des habiletés ici, enfin des habiletés, c'est pas des habiletés, c'est des actions. Et en fait, on va combiner des dés. Donc par exemple, faire cette action de recherche, il faut que je dépense un D1 et un D2. On va pouvoir améliorer ces habiletés, donc faire passer niveau 2, puis après encore les améliorer et les faire passer niveau 3 en enlevant. Il y a plein de choses, il y a aussi une map avec des biomes sur laquelle on va pouvoir déplacer ses tribus, on va pouvoir construire des différents monuments. Donc il y a plein de choses à faire. On est en même temps guidé par un système de scoring assez valorisant, c'est-à-dire qu'il va vraiment valoriser certains développements par rapport à d'autres, ce qui a fait dire à certains que le jeu était trop drivé, on était trop drivé. Mais en même temps, des fois, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on est drivé, parce qu'il y a tellement de trucs qu'on peut faire que on serait perdu dans la nature, quoi. Donc moi, c'est un jeu qui m'a énormément plu, auquel on a quand même joué quelques parties. Donc on y joue plus trop depuis quelques temps, mais parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, mais c'est un jeu qui peut ressortir, un jeu plaisant, un jeu riche de Stefan Feld. Et si vous aimez donc un jeu à base de dés, mais il n'y a pas vraiment de hasard en même temps, quoi. Avec plein de possibilités pour plein de trucs à faire, parce que c'est vrai que la première partie, on est focus sur le scoring, les trucs qui vont scorer, donc on est focus dessus parce que ça rapporte quand même beaucoup de points. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a différents chemins pour scorer, et il y a plein de trucs à faire en fait. Il y a quand même pas mal de trucs à faire. C'est un jeu qui mérite d'être joué, de l'approfondir pour un peu dévoiler toute la richesse qu'il a en lui. Donc voilà, un choix à considérer, ça peut être un excellent cadeau de Noël.
Le prochain jeu, bah écoutez, c'est un jeu qui fait partie de la catégorie des Calimero. J'ai envie de vous dire, vous savez, c'est un jeu un peu qui passe inaperçu, sous le radar, dont on parle pas ou dont on ne retient que les échos négatifs. Pourquoi? J'en sais rien. Moi, j'ai acheté ce jeu et il m'a beaucoup plu. J'en ai parlé récemment sur la chaîne. Ce jeu, c'est Kingdom Defenders et je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé en promotion. Sur Philibert, il était vraiment pas très cher. Je crois que c'était 14 euros, quelque chose enfin, dans ces eaux-là. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup plu et je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas un peu plus? Parce qu'il est très plaisant ce jeu. Il est, comment dirais-je, facile à jouer. Les règles sont, enfin, facile à jouer, oui. Il faut quand même, les règles sont un peu particulières. Elles ont quelques originalités qui font que des fois on lit, on voit pas trop à quoi ça correspond. Et en fait, quand on commence à jouer, c'est très clair, c'est très très logique. Donc parfait, les règles sont bien expliquées, mais vous voyez, il y a quelques originalités. Parce que c'est un jeu euro, compétitif, on a l'impression qu'on a un jeu d'aventure, vous voyez. On va devoir défendre, il y a un petit aspect tower defense, parce qu'on va devoir défendre une ville. Donc on est contre les joueurs, mais en même temps, il va falloir se mettre d'accord pour que chacun donne des ressources qui vont pouvoir permettre de défendre la ville, parce que si jamais on ne défend pas la ville, eh bien la partie risque de se terminer très vite. Et avant ça, de toute façon, on va se manger tous des points négatifs. Donc en fait, on est en compétition, mais on a tous intérêt à ne pas se manger des points négatifs. Mais de temps en temps, si on voit que un camarade va beaucoup plus chargé que les autres, ça peut être tentant de ne pas jouer le jeu de la coopération pour défendre la ville. Enfin bon, il y a quand même, vous voyez, des petits trucs un peu sympas, un peu subtils. J'ai envie de vous dire, il fait un peu partie de la catégorie des jeux qu'on pourrait dire un peu comme The Great Wall. Vous voyez un peu The Great Wall. Là, c'est pas les mêmes mécaniques, mais enfin, certaines ça ressemble quand même. Un peu The Great Wall, mais version initiée, on va dire version intermédiaire, beaucoup plus rapide, claire, et on se concentre vraiment non pas à la compréhension des règles, mais sur la stratégie pour l'emporter. Donc à la maison, ça nous a beaucoup plu, et pourtant on n'y a joué qu'à 2 joueurs, c'est-à-dire que dans la configuration, je pense, qui n'est pas celle dans laquelle le jeu brille le plus. Je pense que c'est vraiment un jeu qui doit briller à 3 et peut-être sans doute même surtout à 4 joueurs. Donc un jeu que je vous conseille et qu'on peut souvent trouver en plus à petit prix. Le prochain jeu, c'est une petite boîte, mais une petite boîte fort plaisante, avec un très bon jeu à l'intérieur. De quoi s'agit-il? Attention, ça date un peu, et on pourrait le classer dans la catégorie des jeux un peu difficiles à trouver, encore que c'est à vérifier. Il s'agit de Set a Watch. Set a Watch, c'est vraiment un jeu plaisant. Alors là, c'est un peu, c'est quoi que c'est l'extension? Voilà, la deuxième boîte ici. Là, il y a le jeu en lui-même. C'est un jeu qui est très plaisant. C'est un jeu de dés, de manipulation de dés, dans lequel on va jouer des héros qui vont devoir faire face à des hordes de monstres toujours plus nombreux qui vont venir s'accumuler dans une espèce de chaîne, et on va devoir s'en débarrasser pour pouvoir remporter la partie. Et donc c'est quand même finalement assez calculatoire, pas mal de trucs à penser, parce que chaque héros a ses habiletés, ses propres dés, ses types de dés, voilà, donc il faut gérer ça au mieux, voir comment on va arriver à s'en sortir, parce que des fois on se dit mais on est mort. Il y a quand même pas mal d'apprentissage au départ, hein. Parce qu'au début on fait des erreurs grossières parce que c'est normal, hein, on apprend le jeu, tout ça, puis après on commence à voir, ah ouais, attends, si je fais ça, machin, ça fait... Il y a un côté très puzzle game, et c'est très plaisant à jouer ce jeu. Donc je vous conseille, si jamais vous ne connaissez pas, jetez un œil dessus. Alors par contre, c'est pas évident, je pense, à trouver. Voilà, je sais pas si on trouve ça en magasin, euh, peut-être, mais je suis pas certain. Sinon, sur d'occasion, et voir après sur le site de l'éditeur, peut-être directement. Ça existe en anglais, il y a une édition française également. Moi, ça, c'est l'édition française, hein. Donc voilà, jetez un œil à ce jeu, c'est vraiment, vraiment sympathique et agréable. Ce jeu, j'ai vraiment hésité avant de le retirer de ma liste parce qu'il est littéralement excellent. C'est un jeu, finalement, si vous aimez Black Rose War, c'est-à-dire dans le sens où vous aimez jouer et vous défourailler la tronche tout en restant dans un jeu quand même euro. Je veux dire, quand je dis euro, c'est-à-dire qu'il y a du deck building, en fait, il y a des mécaniques, vous voyez, c'est pas
la fête du slip où je jette un dé et on voit bien ce qui se passe. Non, c'est un jeu qui combine la conquête de territoire et le deck building. Il s'agit des Tyrans de l'Ombre Terre. Donc un vieux jeu, mais qui n'en est pas moins excellent. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Donc cette combinaison de deck building et de contrôle de territoire en fait un jeu extrêmement plaisant, extrêmement punchy. La mécanique de deck building, elle est relativement classique, on va dire. J'allais dire simple, mais non, mais classique. Très plaisant. On va vraiment aller chercher des cartes, acheter des cartes. Voilà, on va avoir une rivière de cartes, on va aller acheter des cartes, un peu comme dans Clank. Enfin, c'est pas du tout le même jeu, hein, mais je veux dire, il y a des cartes identiques, il y a des piles de cartes identiques, puis il y a des cartes qui sont uniques. On va aller en acheter en fonction des cartes qu'on a, tout ça. Et au fur et à mesure, ben, notre deck il va monter en puissance et ça va nous permettre d'asséner des coups toujours plus violents sur la map pour s'emparer de régions, pour s'emparer de villes, et on va gagner plus de points si on contrôle une ville, si on contrôle une chaîne de régions. C'est vraiment très bon, très punchy, très rentre-dedans comme jeu. Si vous connaissez pas, si vous aimez le deck building, si vous aimez l'affrontement, c'est jouable de 2 à 4 joueurs. C'est vraiment super comme jeu. On continue avec un jeu qui m'a énormément plu et que j'ai d'ailleurs l'intention de vous présenter un jour ou l'autre sur la chaîne. C'est un jeu dont on a énormément parlé à sa sortie et puis qui est tombé dans l'oubli. Pourquoi? Je sais pas, parce que le jeu, lui, il est excellent. Il s'agit de Endless Winter. Donc, oh, qu'est-ce qu'il est bon ce jeu. Qu'est-ce qui m'a plu. Vous voyez les illustrations, c'est The Miko, celui qui illustre les jeux de Chum Phillips, de la trilogie du Nord, du Sud, etc. Et on a un jeu qui est à la fois magnifique, joli. Alors après, l'illustration, c'est une histoire de goût, mais matériel, beau matériel et de belles mécaniques. Voilà. Et c'est un jeu qui est, j'ai envie de vous dire, finalement assez original. Pourquoi il est... Alors ça fait un moment que j'ai pas joué, hein. Tiens, il y a un mode solo. Jamais joué au mode solo. J'ai toujours joué à plusieurs. J'ai toujours joué à 3 ou 4 à ce jeu. À deux aussi quand même, quelques parties à deux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme originalité ce jeu? Si vous voulez, comment vous dire ça? Il repose pas sur une mécanique principale. En fait, il repose sur plusieurs mécaniques d'importance, on va dire, à peu près également présentes dans le jeu. Et en fonction de ce qu'on va faire, on va jouer plutôt cette mécanique ou plutôt cette mécanique. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver déjà, c'est incontestable, on va trouver du deck building puisqu'on va pouvoir recruter des membres de sa tribu. Donc c'est sur la préhistoire, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, on gère une tribu à la préhistoire. Donc on va pouvoir recruter des membres de sa tribu, ça va être des cartes. Regardez le matériel, ce que je vous dis là. Ça c'est le matériel pour un joueur, pour les jeunes. Super. On va pouvoir se développer sur une carte en installant des camps, en essayant de prendre contrôle de ressources sur une petite map de jeu. On va pouvoir également, il y a une mécanique d'essayer de prendre des cartes avec une mécanique de chasse. On va chasser, on va faire des combos de cartes en fonction des animaux qu'on a. Plus on a un type d'animaux, plus ça va rapporter des points. On a de la gestion de ressources. Et puis on a, je cherche mais je trouve plus. On a un système aussi où on va devoir poser ces espèces de petits palets de bois et en fait en fonction de comment on les pose, on va gagner des trucs et des bidules. Donc on a plein de, comme si on avait des petits modules de jeu assemblés et en fonction de ces actions, on va pouvoir jouer plutôt sur ce module, plutôt sur celui-là, plutôt sur celui-là et à la fin de tout ça, ça va joyeusement scorer. Là on a un chef aussi, chaque chef, vous voyez ici là, chaque chef a son habileté particulière. Là, vous voyez, on a ces figurines, elles sont washées. Enfin, c'est vrai, c'est assez incroyable. Hein. Et moi, c'est pas une version KS que j'avais pris, une version magasin. Hein. Donc, c'est quand même chouette. Et j'aime bien ces jeux qui combinent à la fois de belles mécaniques et aussi une belle qualité de matériel. Puisque un jeu, quand il a de belles mécaniques, c'est vraiment chouette, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Mais si en plus on combine ça à un chouette matériel, ça ne fait que renforcer l'immersion et même l'envie d'y jouer. Endless Winter, si vous ne connaissiez pas, je ne peux que vous encourager à vous intéresser un peu plus à ce jeu parce que peut-être que vous avez là votre prochain coup de cœur pour Noël. Vous aimez la préhistoire?
Endless Winter, ça vous dit, mais vous l'avez déjà. J'en ai un autre à vous proposer. C'est pas le jeu le plus récent, mais moi je l'ai découvert relativement récemment et il m'a énormément plu. Il s'agit de Doggerland. Je l'avais mis à la base dans ma sélection. Un jeu de Super Meeple. Écoutez, ce jeu, il est très très bien. Pour moi, enfin j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Pour moi, c'est un peu l'âge de pierre survitaminé. L'âge de pierre pour joueurs qui cherchent un jeu costaud, un jeu plus complexe. C'est extrêmement plaisant à jouer et c'est très très thématique. On a vraiment la sensation de gérer une tribu à la préhistoire. En fait, on va pouvoir faire tout ce que on pouvait faire, tout ce que l'on s'imagine que l'on pouvait faire durant la préhistoire, c'est-à-dire évidemment on va pouvoir chasser des animaux, mais on va pouvoir aussi construire, fabriquer plutôt des bijoux, des objets artisanaux, on va pouvoir aussi peindre des fresques, vous voyez, on va pouvoir aussi se déplacer sur la map pour aller chercher des ressources. Donc c'est très très thématique, très plaisant. On a un chouette matériel, vous voyez, ça c'est le gibier avec les chevaux, les cerfs. On a également les mammouths et les bisons. Donc très joli jeu, là c'est le matériel joueur. On a des petits cubes, on a aussi, vous voyez, le chef. Ben, le chef, c'est le chef. Vous voyez, il a le sceptre. On a la sorcière, enfin la sorcière, oui, la chamane plutôt. La chamane, on a, bon. Et du coup, ben, dans ce jeu, on fait plein de choses pour essayer de l'emporter, pour marquer le plus de points. Et c'est un jeu qui est très agréable. Il y a des règles, mais en fait, c'est, comment dirais-je, c'est comme c'est thématique. Mais le jeu, en fait, il est fluide, quoi. Il est fluide et il se joue bien. Et rapidement, on a envie d'en faire une autre, en fait, hein. Quand la partie se termine, on a l'impression d'avoir vécu un beau moment. À la préhistoire, on s'est régalé. Donc, un jeu que je vous recommande pour Noël. Voilà. Ça peut être fort intéressant. Et puis, c'est pas un jeu non plus qui se vend, qui est hors de prix. Donc, un très bon choix pour Noël. Si vous cherchez un jeu à thématique préhistoire, un jeu euro de poste d'ouvrier, de gestion de ressources, c'est extrêmement plaisant à jouer. Et en plus, il y a un solo à l'intérieur. Et le dernier jeu qui fait partie de ma liste cachée, qui était dans ma première vidéo, que j'ai retiré, eh bien, c'est sans doute le jeu le plus froid de ma bibliothèque. Le jeu dans lequel il fait le plus froid, et oui, encore plus que dans Endless Winter. Un jeu dur, un jeu âpre, un jeu viscéral, un jeu interdit au moins de 18 ans. Attention, classé 18 et plus. De quel jeu s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Frostpunk, l'adaptation du jeu vidéo en jeu de société. Un jeu extraordinaire, mais un jeu d'une très grande difficulté. Un jeu dur dans tous les sens du terme, dur moralement, dur en termes de difficulté, dur pour apprendre les règles, parce qu'il y a plein de... C'est très procédural en même temps, de certains côtés c'est très procédural, donc on n'a qu'à suivre ce qu'on nous dit de faire. Mais quand même, il y a pas mal de choses à voir. Donc c'est un jeu euh, un peu triste, un peu... voilà, un jeu dans lequel on n'a que des emmerdes et toujours plus important. Et il faut faire avec ses emmerdes et il faut gérer sa communauté parce qu'en fait, tout simplement, c'est une forme d'apocalypse. Il y a un froid extrêmement puissant qui s'est répandu partout sur la planète et en fait, les communautés survivantes se sont agglomérées contre des espèces de moteurs qui génèrent de la chaleur géant. Et du coup, ben, on gère cette communauté de personnes affamées, démunies, euh, souffrant du froid, malade, et on va devoir faire des choix déchirants pour pouvoir continuer à gérer cette communauté, pour pouvoir aller plus loin dans le jeu. Donc, on va mettre en place des lois qui sont moralement contestables. Enfin, on peut choisir. Il va nous arriver du coup, enfin, il va falloir vivre avec les conséquences de ces des décisions que l'on a prises. Très compliqué parce qu'on voit qu'au fur et à mesure que l'on avance, ben, la situation se détériore, il y a toujours une merde de plus qui te tombe sur le coin du museau. C'est très dur, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors, important quand même à savoir, j'ai beaucoup aimé, et pourtant, je ne fais partie des gens qui n'ont pas vraiment
aimé This War of Mine. Moi, vous voyez, je sais que This War of Mine, pour beaucoup de personnes, c'est un peu le saint des saints. Moi, j'ai pas vraiment accroché à This War of Mine. Je l'avais et je l'ai revendu. Et pourtant, j'ai beaucoup accroché à celui-là. Je dis et pourtant, pourquoi? Parce que c'est pas du tout les mêmes jeux en termes de mécanique, mais quand même, c'est, je veux dire, c'est le même esprit. C'est-à-dire des jeux difficiles, des jeux lourds. En termes d'émotion, graves, des jeux où c'est pas rigolo ce qui se passe, et des jeux extrêmement difficiles. Voilà. Mais les mécaniques de celui-ci m'ont beaucoup plus plu que celles de This War of Man. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un jeu à l'intérieur très plaisant, un jeu de gestion ultra serré. Il faut faire très très attention. Et c'est un jeu qui est censé se jouer de 1 à 4 joueurs. Moi, personnellement, je le jouerai pas à 4 joueurs. Voilà. Je le jouerai en solo, voire peut-être à 2. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un jeu, pour moi, c'est un jeu avant tout solo. Voilà. Et dans lequel on va énormément réfléchir pour savoir mais comment on va faire pour s'en sortir, pour aller un petit peu plus loin. Et on a plein de choses à faire, plein de choses à gérer, plein de choses à surveiller, plein de choix. C'est passionnant comme jeu. Par contre, ce qui a fait que je l'ai retiré de ma liste, c'est que c'est quand même un jeu qui est difficile à sortir. Vous voyez, ça fait un moment que j'y ai pas joué. J'aimerais bien y rejouer, mais il faudrait que je me replonge totalement dans les règles parce que là, je peux pas le mettre sur la table et y jouer. On a aussi une mise en place qui est relativement longue et ça prend beaucoup de place sur la table. Mais si vous aimez les jeux difficiles, très difficiles, si vous aimez les jeux avec un thème adulte et si vous aimez les jeux de gestion, ben, j'ai envie de vous dire, foncez, c'est vraiment un super jeu. Et voilà, c'était ma sélection des jeux de Noël. Alors j'ai présenté beaucoup de jeux, hein. Il y a vraiment beaucoup de choix, il y en a pour tous les goûts. J'espère que vous trouverez chaussures à votre pied, parce qu'avec tout ce que je vous ai donné là, il y a vraiment de quoi faire. Alors sachez quand même, hein, j'insiste, hein, ce ne sont que des jeux, alors mis à part évidemment ceux que j'ai commandés moi-même, j'ai pas pu encore y jouer, et mis à part le cas spécial de Frosthaven, ce ne sont que des jeux auxquels j'ai joué à de multiples reprises et qui m'ont beaucoup plu. Donc, ben, si vous connaissez un peu mes goûts et si vous me suivez, ben, c'est des jeux qui pourraient fortement vous correspondre. Pour moi, c'est que des, voilà, il n'y a que des bons jeux dans ce que je vous ai dit. Donc, j'espère que ça pourra vous aider, vous donner des idées et peut-être découvrir votre futur coup de cœur pour cette fin d'année et ce Noël 2025. Et sur ce, moi, je vous dis, passez de bonnes fêtes. À bientôt!